Bonjour et bienvenue à ce cycle de cours donc 2014-2015, enfin c'est la fin de l'année universitaire. Donc comme vous le savez, vous l'avez vu sur les affiches, le cours cette année aura trait aux biothérapies. Comme vous le savez tous, parce qu'on en a tous été victimes ou les heureux bénéficiaires dans nos vies médicales. Nous avons reçu des médicaments et les médicaments jusqu'à peu étaient tous des molécules chimiques. On dirait que même les molécules dont je vais parler sont également chimiques, mais enfin des molécules chimiques dérivées de la pharmacopée traditionnelle et que la médecine s'est développée heureusement grâce à ces médicaments, d'abord définis de façon empirique et puis de façon de plus en plus scientifique. Mais les choses sont en train de changer parce que depuis une trentaine d'années environ sont apparus des médicaments d'origine biologique qu'on appelle les biothérapies. Schématiquement, on peut les classer en 4 rubriques, c'est artificiel, mais ça m'arrange, pour ça que je les classe ainsi. 3 dont je vais parler et une dont je voudrais juste un mot, une seconde tout de suite. Donc ces 4 rubriques sont les protéines recombinantes, dont je vais vous parler très brièvement, les anticorps monoclonaux, qui seront l'objet du cours ce mardi et mardi prochain, la thérapie génique, qui sera l'objet des 2 cours suivants, donc 3 et 4, dans 15 jours et dans 3 semaines, si je ne me trompe pas. Et enfin, pour terminer, les 5e et 6e cours concerneront la thérapie cellulaire. D'une certaine façon, il y a une certaine logique en termes de résultats acquis avec ces différentes approches. Vous verrez qu'aujourd'hui et surtout mardi prochain, des résultats tangibles obtenus avec l'utilisation thérapeutique d'anticorps monoclonaux. Il commence à y en avoir un petit peu pour la thérapie génique et la thérapie cellulaire, sauf cas particulier, est dans le domaine du futur. Mais le point important à considérer, je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, c'est qu'actuellement, si on regarde les produits qui sortent de l'industrie pharmaceutique, toutes les industries pharmaceutiques, les grandes, les petites, etc., il y a plus de médicaments d'origine biologique, de biothérapie, que de molécules chimiques classiques depuis quelque temps. Ça ne veut pas dire que globalement la pharmacopée aujourd'hui est essentiellement constituée de biothérapie, bien sûr que non, loin de là, mais il est intéressant d'observer cette modification progressive qui est que le champ des biothérapies est en plein développement et offre, comme je l'espère vous allez en être convaincus à travers les cours qui viennent, de nouvelles possibilités thérapeutiques là où il n'y avait pas de solution. Un mot sur les protéines recombinantes, je ne vais pas développer longtemps. Protéines recombinantes, ça veut dire que ce sont des protéines que l'on fait produire par génie génétique à des cellules. Autrement dit, la façon de procéder, depuis qu'on connaît les gènes et qu'on sait découper les gènes et on sait les transposer, les placer à l'intérieur de cellules, on aura l'occasion d'y revenir à propos de la thérapie génique, on peut assez facilement donc placer la séquence d'ADN qui code pour une protéine donnée dans une cellule donnée, dans une bactérie, dans une cellule de mammifère, dans des cellules immortelles, et faire transformer ces cellules, peut être des cellules d'insectes aussi d'ailleurs, on peut transformer ces cellules en petites usines qui produisent en grande quantité, une certaine quantité, du moins une protéine qui nous intéresse en termes de thérapeutique. Ensuite, on peut purifier cette protéine dans le surnageant des bactéries ou des cellules. Les bactéries sont des cellules aussi, donc des cellules eucaryotes ou prokaryotes, et obtenir en immense quantité, de façon indéfinie en théorie, une protéine d'intérêt thérapeutique. Il y a des exemples qui sont de très grandes réussites dans ce domaine. Donc ça a commencé en début des années 80, assez logiquement, au décours des progrès de la biologie moléculaire, l'identification de l'ADN, les années 50, je passe, et l'identification du code génétique, et ensuite la capacité donc de moduler et de modifier le patrimoine génétique, ça se passe dans les années 70. Donc on arrive aux applications médicamenteuses dans les années 80 avec les protéines recombinantes. Les exemples les plus tangibles sont la production d'insuline. Vous savez tous que l'insuline est nécessaire aux sujets diabétiques, ou du moins certains des sujets diabétiques qui manquent d'insuline. Donc aujourd'hui, plutôt que de purifier l'insuline à partir d'animaux, et donc de protéines qui n'étaient pas tout à fait les mêmes que les nôtres, on peut produire à façon, dans des cellules, l'insuline par kilo, par centaines de kilogrammes, la purifier, la préparer dans des conditions tout à fait propres et qu'elle puisse être utilisée tous les jours par les malades. Un autre exemple, et qui est particulièrement frappant compte tenu des problèmes qui se sont posés, est l'hormone de croissance. Même s'il y a moins de patients qui ont besoin d'hormones de croissance que d'insuline, l'hormone de croissance est une hormone qui est produite par la partie postérieure de l'hypophyse et qui est nécessaire à la croissance. Donc, par exemple, il y a des enfants qui naissent avec une maladie génétique qui font qu'ils produisent pas ou très mal l'hormone de croissance, et pour qu'ils puissent atteindre une taille normale ou proche de la normale, ils ont besoin de recevoir régulièrement l'hormone de croissance. Avant l'ère du génie génétique et des protéines recombinantes, l'hormone de croissance était extraite des hypophyses de cadavres. Et comme vous le savez certainement, malheureusement, cela a eu pour conséquence
les contaminations par le prion, donc qui était présent chez certains de ces cadavres, et la transmission de cet agent infectieux provoquant des pathologies cérébrales absolument dévastatrices. Donc la disponibilité, donc depuis une trentaine d'années environ, un peu plus maintenant, de protéines recombinantes, en l'occurrence d'hormones de croissance, on peut traiter les malades de façon parfaitement efficace et sans danger. Troisième exemple, je ne vais pas les énumérer tous, il y en a un certain nombre, mais qui d'ailleurs relève aussi de la sécurité dans le domaine médical, c'est la production de facteurs de la coagulation, qui sont des protéines qui sont présentes dans le plasma, qui sont pour la plupart produites au niveau du foie. Vous savez par exemple les hémophiles, on en reparlera à l'occasion de la thérapie génique dans quelques semaines. L'hémophilie A et l'hémophilie B correspondent à deux maladies génétiques dues à des déficiences de deux protéines qui sont importantes dans la cascade des événements de la coagulation. Donc la façon de traiter ces hémophiles qui sinon saignent et peuvent mourir d'hémorragie ou au moins avoir des lésions très sévères de leurs articulations, c'est qu'ils s'injectent, ou qu'on leur injecte, évidemment le facteur de la coagulation qui leur manque, le facteur 8 dans l'hémophilie A, le facteur 9 dans l'hémophilie B. Jusqu'aux années 80, et encore d'ailleurs aujourd'hui en partie, on utilise des préparations de facteurs anti-hémophiliques qui sont issus du plasma. Alors, il y a des conditions aujourd'hui à la fois de sélection des plasmas et de traitement des plasmas qui sont très sûres, mais néanmoins, vous le savez aussi, que dans le passé, dans les années 80, au moment de l'émergence de l'épidémie d'infection par le VIH, donc le sida, un certain nombre d'hémophiles, beaucoup malheureusement, beaucoup d'entre eux, une majorité d'entre eux en France par exemple, ont développé une infection par le VIH, donc un sida, en sont morts à l'époque où il n'y avait pas de traitement, parce qu'ils ont été contaminés par les préparations de leurs protéines qui étaient issues de plasma d'individus infectés par le VIH. Et l'obtention donc de ces protéines par génie génétique permet d'avoir ces produits en toute sécurité, encore une fois, même si dans ce cas-là, on a aussi une bonne sécurité à travers les produits issus du plasma. Donc voilà 3 exemples, il y en a d'autres, je ne vais pas vous faire une longue liste, mais il y a comme ça quelques dizaines de produits. Les autres sont en règle d'utilisation moins importante, qui sont des médicaments tout à fait utiles et qui sont les premiers qui ont été développés, en première approximation, comme fruit des biothérapies. Voilà pour les protéines recombinantes. Donc maintenant, à partir de maintenant et jusqu'à la fin du cours de mardi prochain, je vais vous parler d'anticorps, essentiellement d'anticorps monoclonaux, mais vous allez voir, pas exclusivement. Donc on va faire un petit détour forcément par l'immunologie, parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'un anticorps, qu'est-ce que c'est qu'un anticorps monoclonal, avant de discuter de qu'est-ce qu'on peut en faire en médecine. C'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà le plan de ce que je vais discuter avec vous cet après-midi et mardi prochain. Introduire la notion d'anticorps, on va faire dans une seconde. Les anticorps produits par des lymphocytes, qui sont les lymphocytes B, enfin on va voir ça. Je vais vous parler d'abord, avant de parler d'anticorps monoclonaux, je vais vous parler d'anticorps polyclonaux. On verra ça dans une seconde. Donc ensuite de monoclonaux, qu'est-ce que c'est qu'un anticorps monoclonal, conceptuellement? Comment on les produit? Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait une mince affaire. Et vous allez voir qu'il y a eu plusieurs étapes très importantes dans la progression de production de ces anticorps. Et puis on va développer longuement, sûrement plus la semaine prochaine que cette semaine, mais on verra où est la césure, quelles sont aujourd'hui et quelles seront demain les utilisations thérapeutiques des anticorps monoclonaux. Vous verrez que ce n'est pas une mince affaire. Donc je vous ferai un petit historique de cela. Ça commence aussi dans les années 80, comme pour les protéines recombinantes. C'est logique, c'est la même technologie schématiquement. Vous verrez qu'on utilise beaucoup ces anticorps en immunomodulation. Immunomodulation, ça veut dire pour modifier une réponse immunitaire. Donc modifier une réponse immunitaire qui est néfaste, donc maladie auto-immune, maladie inflammatoire, vous verrez ça. Et puis, dans une période plus récente, même spectaculaire au cours de ces 2-3 dernières années, l'utilisation thérapeutique d'anticorps monoclonaux dans le domaine du cancer. Donc, je vous décrirai ça. Et puis, on terminera, donc ça sera certainement la semaine prochaine, en parlant de nouveaux anticorps monoclonaux. Donc, il y a des progrès de la technologie qui permettent d'améliorer encore les qualités et les caractéristiques de ces anticorps. On fera ce qui va sans doute vous paraître paradoxal, mais vous comprendrez très bien pourquoi, un retour vers les anticorps polyclonaux. C'est que dans certaines situations, il y a intérêt à combiner des anticorps monoclonaux, à recombiner un ensemble d'anticorps, et puis voilà, et on conclura. Donc voilà le programme, le menu de ce cours est du suivant. Les anticorps. Je vais vous montrer une diapo, c'est la seule, je crois, que j'ai déjà montrée l'année dernière à ceux qui ont assisté au cours, pour rappeler que les anticorps sont un des produits des réponses immunitaires de l'immunité dite adaptative. L'immunité adaptative, je me permets de vous le rappeler, est un système de reconnaissance des antigènes, donc des substances a priori étrangères, essentiellement des protéines, mais aussi des sucres, très rarement des lipides,
Donc un système de reconnaissance diversifié, c'est-à-dire que chaque cellule, je vais vous le remontrer, est capable de reconnaître un antigène différent. Et lorsqu'elle rencontre cet antigène, vous allez voir sur le dessin, de s'expandre, c'est-à-dire que les cellules se divisent, donc un grand nombre de cellules sont générées qui vont être responsables des réponses immunitaires, donc entre autres de la production des anticorps, dans le contexte de ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi il y a une mémoire, ces cellules vont persister et peuvent être réactivées lors d'un deuxième contact. Les cellules qui sont le support de cette immunité adaptative, vous en voyez une là sur un frottis sanguin, un lymphocyte, donc c'est une catégorie importante de globules blancs, à côté des polynucléaires neutrophiles et des monocytes. Il y a deux grandes catégories de lymphocytes, je vous rappelle schématiquement, les lymphocytes T, responsables d'immunité cellulaire, et les lymphocytes B, ce sont ceux qui nous intéressent le plus aujourd'hui, qui produisent les anticorps, qu'on appelle les immunoglobulines, et donc potentiellement les anticorps monoclonaux. Vous allez voir dans un instant qu'il faut aussi des lymphocytes T pour fabriquer des anticorps, que les lymphocytes B, en grande partie, dépendent des lymphocytes T. Donc schématiquement, qu'est-ce qui se passe en termes de développement des cellules? Donc c'est avant les réponses immunitaires, ça se passe dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B, dans le thymus pour les lymphocytes T. À partir de cellules précurseurs, des cellules souches, elles se divisent et elles génèrent, là il y a 4 cellules, mais imaginez qu'il y en a des millions, des dizaines de millions de cellules qui ont à leur surface, ces petits dessins sont censés schématiser un récepteur, donc un capteur de reconnaissance d'antigènes. Et pour les lymphocytes B, ce sont les mêmes molécules que celles qui vont être produites ensuite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les anticorps, exactement les mêmes. Donc on a toute une série de cellules différentes capables de reconnaître toutes sortes d'antigènes dérivés de virus, de bactéries, de champignons, etc. etc. Lorsqu'une réponse immunitaire est enclenchée, schématisée ici par le petit cercle rouge qui veut dire ce qu'il veut, mais c'est un antigène, donc une substance étrangère, quelques clones, donc dans mon dessin, comme c'est très simple, il n'y en a qu'un sur 4, mais évidemment il y en a plus dans la réalité, mais pas tant que ça, vont se diviser rapidement, et là où il y avait une cellule, on va en générer des millions, ça se passe assez vite, donc il y a ce qu'on appelle un phénomène d'expansion clonale, et ces cellules sont activées et vont être responsables de la réponse immunitaire. C'est toutes les réponses que j'avais détaillées pour ceux qui étaient là dans le cours de l'année dernière, et entre autres, pour ce qui est des lymphocytes B, la production des anticorps. Et pour finir avec cela, donc quand la réponse immunitaire est achevée, c'est-à-dire qu'on a éliminé l'agresseur, on a guéri de la grippe, on a guéri d'une hépatite, on a guéri d'une infection bactérienne, la plupart de ces cellules qui ont été impliquées dans la réponse immunitaire vont mourir, la plupart c'est 99%. Il va en rester quelques-unes, un peu plus qu'il y en avait avant, et ce sont ce qu'on appelle les cellules mémoire, c'est-à-dire que si jamais il y a un nouveau contact avec le même antigène, elles vont très rapidement, beaucoup plus rapidement s'activer et être efficaces dans une réponse immunitaire, par exemple par la production d'anticorps naturellement, même s'il y a un autre type de mémoire dont je vous parle par là pour ne pas être trop long. Et en plus, il y a des phénomènes de sélection qui fait que, on va en reparler plus la semaine prochaine qu'aujourd'hui, mais pour ce qui est des anticorps, d'anticorps qui sont plus affins, plus actifs à l'égard des antigènes. Donc non seulement la réponse est plus rapide, mais elle est plus efficace. Voilà, c'est le principe sur lequel s'appuie tout ce que je vais être amené à vous dire sur les anticorps avant d'arriver aux anticorps thérapeutiques. Les lymphocytes B, donc c'est une des deux catégories de lymphocytes, ce sont eux qui produisent les anticorps. Vous en avez une image ici, on va revoir ça en détail tout à l'heure, qui sont des molécules formées de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes dites lourdes qui forment cette espèce d'Y, là, et les chaînes légères qui les bordent. Donc les lymphocytes B produisent ces immunoglobulines. Je l'ai déjà dit, elles utilisent la même molécule avec une toute petite différence, exprimée à sa surface comme capteur pour reconnaître l'antigène. L'antigène, donc vous voyez que chaque molécule est capable de reconnaître 2 fois le même antigène pour ce qui est de la plupart des immunoglobulines à leur surface. Donc c'est ce petit carré, schématiquement. Et un message ici aussi, c'est que pour la plupart des réponses anticorps, la plupart des productions d'immunoglobulines dépendent d'une interaction moléculaire entre lymphocyte T et lymphocyte B. Ici, schématisé de façon très très simple, vous allez voir dans une ou deux diapos que c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Donc ne vous effrayez, je vous préviens à l'avance, il va y avoir une ou deux diapos compliquées, mais on va les parcourir, mais que vous ayez quand même une idée de physiologiquement comment ce système fonctionne, parce qu'il est à la base, encore une fois, des utilisations thérapeutiques dont je vais vous parler ensuite. Alors, une immunoglobuline ou un anticorps, c'est la même chose, c'est ça. Vous avez ici une image à un dessin, et ici une reconstruction tridimensionnelle de la structure d'une immunoglobuline, donc qui ressemble à un Y. Donc là-dedans, il y a un certain nombre de choses importantes. Donc d'une part, il y a encore une fois 2 chaînes lourdes qui sont identiques, 1 et 2. Et la chaîne lourde s'apparie avec une chaîne légère, vous voyez qu'elle est plus courte. Et chaque chaîne lourde, chaque légère est composée d'un certain nombre de domaines analogues. Il y en a 4. Analogue ne veut pas dire identique, mais la structure est globalement similaire.
4 pour les chaînes lourdes, 2 pour les chaînes légères, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, chaînes lourdes, 1, 2, 1, 2, chaînes légères. Donc il y a un appariement des deux premières chaînes lourdes, la partie, si on était à la surface d'une cellule B, la base de la cellule serait ici, donc la partie la plus externe est ici. Donc il y a appariement des deux domaines ici constants, 1 et 2, de la chaîne lourde avec ceux de la chaîne légère, etc. etc. Cette molécule donc, a des propriétés biologiques, sinon on n'en parlerait pas. Et propriété biologique la plus importante, elle est située à l'extrémité, aux deux extrémités supérieures de la molécule. Cette région-là, composée de cette espèce de doigt, on les reverra dans un peu plus de détails pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, sont les doigts ou le lieu de reconnaissance de l'antigène. Donc le capteur, il va y avoir une interaction moléculaire entre un antigène, quel qu'il soit, et un anticorps, pourvu que ce soit le bon, qui se situe ici et ici. Autrement dit, l'immunoglobine, pour la plupart des immunoglobulines, et celles qu'on utilise en thérapeutique, sont bivalentes. Elles ont deux sites de fixation d'antigène. Okay, et on verra tout à l'heure que les autres parties de la molécule ont d'autres fonctions biologiques qui permettent, une fois que l'anticorps, l'immunoglobuline a fixé un antigène, d'être capable d'induire des réactions biologiques qui sont protectrices et qui participent des réponses immunitaires. Donc qui justifient, d'une part, qui expliquent que les anticorps font partie des armes avec lesquelles nous défendons contre les infections et qui expliquent que nous utilisons ces molécules en thérapeutique. Donc une image assez juste, même totalement juste, tridimensionnelle de cette immunoglobuline, et celle-ci, elle se replie et elle est torsadée. Vous voyez que si on suit la chaîne lourde bleue sombre ici, elle fait des tours. La bleue claire, c'est l'autre chaîne lourde de l'autre côté. Jaune et vert sont les chaînes légères. Donc c'est la structure d'une IgG. Il y a plusieurs types d'immunoglobulines, IgG AM, qui ont des fonctions biologiques un peu différentes, dont le système de reconnaissance est toujours le même. Et on va parler des IgG parce que ce sont les plus importantes et celles qui sont développées en tant qu'anticorps monoclonaux. Alors revenons à la production de ces anticorps, de ces molécules d'immunoglobulines. Comme je vous l'ai déjà dit, dans l'immense majorité des cas, sauf situation particulière, les lymphocytes B ne peuvent produire d'anticorps qu'après avoir reçu une série d'informations qui émanent des lymphocytes T. Et cette affaire est assez compliquée. Je vais vous en montrer quelques éléments, même si je suis conscient que ce que je vais vous montrer dans la diapo suivante est un peu complexe. Sachez, avant qu'on aille à la diapo suivante, que les lymphocytes B, qui schématiquement ont l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, on ne peut pas distinguer au repos un lymphocyte T d'un lymphocyte B, mais ce lymphocyte B va se modifier lorsqu'il est activé et qu'il produit des immunoglobulines. Il va les produire massivement. Il devient une cellule qu'on appelle un plasmocyte, qui est une cellule allongée, vous en verrez un dessin tout à l'heure. Et ce plasmocyte, qui est présent notamment dans la moelle osseuse et dans les organes lymphoïdes, bien sûr, est dérivé des lymphocytes B par modification morphologique. Et c'est une cellule qui est complètement dévolue à la production en très grande quantité de ces molécules que l'on appelle des anticorps. Alors, dans la pratique, sur le plan physiologique, comment ça fonctionne? Ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est un truc comme ça. Donc, évidemment, ce n'est pas simple, mais on peut quand même parcourir les étapes, que vous ayez une idée. Ce qui est montré ici, c'est ce qui se passe au sein d'un organe lymphoïde. Un organe lymphoïde, par exemple, c'est un ganglion lymphatique, qu'on a au niveau du cou, des creux axillaires, des creux inguinaux, mais c'est aussi dans la rate, éventuellement dans les organes lymphoïdes associés à l'intestin. Il y a des zones anatomiques très précises où sont situés les lymphocytes B. C'est la zone bleue ici. On appelle ça un follicule. On peut les reconnaître sous le microscope très très bien. Donc c'est là que sont les lymphocytes B, mais ils ne sont pas tout seuls. Il y a quelques lymphocytes T qui se promènent. Il y en a un jaune là. Et puis il y a aussi d'autres cellules qu'on appelle les cellules folliculaires dendritiques qui présentent les antigènes à leur surface pendant très longtemps. Et encore d'autres cellules. Je ne vais pas entrer dans les détails. On va suivre le schéma de ce qui se passe lorsqu'une réponse immune se met en jeu. Et donc il va aboutir au résultat final pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est là. Voici un plasmocyte, qui est une forme ovale, et cette cellule qu'on peut morphologiquement distinguer sous le microscope est celle qui produit les anticorps. Une molécule est schématisée ici, mais naturellement, ce sont énormément de molécules qui sont produites. Donc entre ici et ici, qu'est-ce qui se passe? Un lymphocyte T d'abord s'active, et un antigène lui est présenté par les cellules dendritiques, qui sont les cellules professionnelles de la présentation des antigènes. Et ce lymphocyte T est susceptible d'entrer en contact avec un lymphocyte B s'il partage une séquence qui puisse être reconnue sur une même molécule, en sachant, je vous le rappelle, vous le savez sans doute, que les lymphocytes T ne reconnaissent pas la même chose que les lymphocytes B. Les lymphocytes T reconnaissent des séquences de peptides, donc entre 9 et 15 acides aminés, donc des morceaux de protéines, qui sont présentés, associés aux molécules d'histocompatibilité, qui sont marquées là, MHC classe 2, en anglais, ça veut dire molécule d'histocompatibilité de classe 2, donc chez l'homme HLA, de classe 2, c'est molécules HLA, DR ou DQ ou DP.
Donc, alors que les lymphocytes B, à travers les immunes de membrane, reconnaissent des molécules natives ou des morceaux de molécules ou des conformations de molécules, mais non digérées, non présentées. Donc, s'il y a à la fois les sites pour la reconnaissance par le récepteur des lymphocytes T pour l'antigène et de l'autre côté pour les lymphocytes B, il peut y avoir contact. Il peut même y avoir, comme c'est montré ici, présentation aux lymphocytes T du peptide qu'il reconnaît par les molécules d'histocompatibilité qui sont présentes à la surface des lymphocytes B. Donc cette situation de contact TB, le premier contact TB, à partir de cellules B ici naïves qui ont reconnu un antigène par leur immunoglobuline de membrane, va induire ici ce qui se passe étape petit a. Les lymphocytes B se divisent, c'est ce que je vous ai montré de façon plus simple tout à l'heure. Ils vont se diviser en grandes quantités, on va oublier ce qui se passe en petit b, qui est quelques anticorps produits hors de ces zones. Et ces lymphocytes B vont rentrer dans une zone qui va se différencier au sein du follicule B, qu'on appelle un centre germinatif. On peut encore une fois anatomiquement les distinguer, et avec deux zones, une zone sombre et une zone claire. Et ces lymphocytes B vont continuer à se diviser et ils vont se diversifier. On en reparlera la prochaine fois. C'est très important pour certains types d'anticorps monoclonaux ou polyclonaux. C'est-à-dire que la région de reconnaissance des antigènes va se modifier par mutation et qui font que, éventuellement, ça permet par un cycle de sélection de recueillir à l'état vivant et fonctionnel des lymphocytes B qui ont la meilleure affinité pour l'antigène. Donc c'est ce qui se passe ici, mais ceci est associé encore avec d'autres contacts avec des lymphocytes T spécialisés, qu'on appelle des lymphocytes T follicular helper parce qu'ils sont présents dans les follicules des lymphocytes B, et qui va permettre, in fine, toute une série d'événements dont naturellement on ne va pas entrer dans les détails, qui est la génération de ces plasmocytes qui produisent de grandes quantités d'anticorps et qui sont à longue durée de vie. Donc ils peuvent produire assez longtemps ce type d'anticorps. Et ils produisent aussi des lymphocytes B mémoire. Donc il y a toute une série d'étapes qu'on peut schématiser en grandes fonctions entre les contacts entre les lymphocytes T et B. Donc là, on a oublié le contexte anatomique de l'organe lymphoïde. On a le lymphocyte T en marron, le lymphocyte B en bleu. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types de signaux de communication entre les lymphocytes T et les lymphocytes B, avec une certaine complexité des choses. Mais c'est ça qui permet, in fine, d'obtenir des anticorps efficaces, donc ceux qui vont nous intéresser en thérapeutique. C'est pour ça que je me permets de vous parler de ça. En grands événements, les types de signaux que les lymphocytes T délivrent aux lymphocytes B sont des signaux de survie, empêcher que les lymphocytes B meurent à travers l'expression d'un certain nombre de protéines qui sont indiquées ici. Des signaux de prolifération, on a vu sur la diapo précédente, je l'avais déjà montré, les cellules se divisent ici, ici, à travers des signaux, la mise en jeu de signaux de molécules, qui sont présentes à la surface des cellules, qui s'appelle le CD40L, CD40 ligand, qui interagit avec CD40 à la surface des lymphocytes B. Donc des signaux de différenciation, notamment grâce à des cytokines comme l'interleukine 21 et d'autres, qui va faire que donc, ces lymphocytes B tout ronds vont devenir des cellules ovoïdes, les plasmocytes qui vont produire en grande quantité les anticorps. Des signaux ici de mutation, donc qui induisent ces modifications de la séquence de l'immunoglobuline qui va faire qu'éventuellement, par chance, certaines de ces modifications vont augmenter l'affinité pour l'antigène. Et ce sont ces modifications-là et ces cellules-là qui seront sélectionnées. Des signaux de modification de type d'immunoglobuline produite, anti-IgM, IgG, IgE, je passe. Des signaux d'adhésion pour que les cellules interagissent dans les bonnes conditions et des signaux d'attraction pour qu'elles s'attirent mutuellement. Vous voyez que l'affaire est compliquée, mais il faut tout ça pour qu'in fine, les lymphocytes B produisent des bons anticorps, entre guillemets, les bons anticorps. Donc, revenons maintenant à une molécule d'immunoglobuline. On a déjà parlé un peu, je vais en parler dans un instant, de l'affinité et de la liaison pour l'antigène, module de reconnaissance, et ensuite on parlera des propriétés biologiques de la molécule. Donc les deux fonctions, encore une fois, la reconnaissance des antigènes, très diversifiée, on va voir dans un instant, qui peut s'amplifier par ces mutations somatiques, et ensuite les modules de transmission de signaux et de fonctions effectrices. Diversité, ça repose sur la génétique de base des séquences dans le génome qui codent pour ces récepteurs. C'est la même chose pour les lymphocytes T. Donc voici, de façon très simplifiée, ce qui est l'organisation génomique des éléments du gène qui va coder pour une chaîne lourde d'immunoglobulines. Vous vous rappelez, il y a les chaînes légères, les chaînes lourdes. C'est le même principe pour les deux, mais on va simplifier, on va se contenter des chaînes lourdes. Donc dans le génome, dans une certaine région du génome, chez l'homme, ça se situe sur le chromosome 14,
il y a une partie dite C, donc c'est un exon, qui code pour la partie constante, qui ne va pas bouger. Ce sera toujours la même dans toutes les immunoglobulines. Et puis des éléments plutôt plus petits, qui sont marqués avec des couleurs différentes, J, D et V, qui répètent à peu près la même séquence, mais avec quand même quelques différences. Et ça, c'est ce qui se passe sur une cellule tout à fait immature, mettons dans la moelle osseuse, un précurseur de lymphocyte B. On a cette organisation-là qu'on appelle organisation germinale, comme dans toutes les autres cellules qui ne sont pas dans le système immunitaire. Lors de la différenciation des lymphocytes B, donc ça se passe dans la moelle osseuse, dans notre moelle osseuse, tous les jours, il va y avoir un phénomène assez extraordinaire conceptuellement, mais qu'on comprend assez bien aujourd'hui sur le plan mécanistique, de réarrangement, de recombinaison génétique, qui fait que les séquences intermédiaires, qui sont de façon schématique marquées en traits noirs plus fins, sont éliminées. Et il va y avoir plusieurs de ces réarrangements successifs. D'abord, un qui va placer un élément D, en fait, ça, il y a plusieurs éléments D, là, il manque des petits traits. Un élément D va être, comme c'est marqué ici, suivez ces deux traits noirs, un élément D va être juxtaposé à un élément J, et tout ce qui est entre les deux va être éliminé. Donc on a ici l'élément D choisi au hasard, hein, ça se fait complètement au hasard cette affaire. Un élément D à côté d'un élément J et qui est à côté de l'élément constant. Et puis l'autre, ensuite, deuxième événement de réarrangement, entre un élément V, par exemple le deuxième, là, il y en a une série, on va voir les nombres après, qui va venir se juxtacoller avec l'élément D, et on a le produit final, on a un élément V, un élément D, un élément J, qui se colle à l'élément codant pour la partie constante. Et ça, c'est le gène presque final, tel qu'il est présent dans un lymphocyte B qui sort de la moelle osseuse. Okay, et évidemment, il peut produire un ARN messager où il y a un élément V, un élément D, un élément J, la partie constante. Et ça code pour la protéine que vous avez vue tout à l'heure, enfin la chaîne lourde d'une protéine. Donc ce système est fantastiquement diversifié, et donc la combinatoire au moins théorique permet de générer beaucoup de molécules différentes. Si on fait un petit compte, des chaînes lourdes H, des éléments V, là j'en ai dessiné 1, 2, 3, 4, 5, en fait il y en a 51, okay, 51 petits morceaux sur le même gène. Des éléments D, ici ils ne sont même pas dessinés, comme s'il n'y en avait qu'un, en fait il y en a 25 pour la chaîne lourde, et des éléments J, ça c'est la seule chose qui soit juste sur le schéma, il y en a 6. Donc si vous faites la combinatoire, ça fait 51 fois 25 fois 6, il y a une combinatoire théorique de 765 séquences différentes qui peuvent être générées. Ça, c'est pour une chaîne lourde. Chaîne légère, il y a deux types de chaînes légères qui sont utilisées de façon qui ne peuvent pas être ensemble, c'est soit l'une, soit l'autre. Les chaînes légères dites lambda ou kappa. La chaîne légère lambda, elle a 31 éléments V, et elle n'a pas d'éléments D, et 4 éléments J, donc ça fait une combinatoire de 124. Et pour la chaîne kappa, donc qui est utilisée en alternative, par un autre lymphocyte B, donc 40 éléments V, pas de D et 5 J. Chez l'homme, ça fait 200. Et donc on peut avoir ensuite des combinaisons H lambda, H kappa. Donc en fait, la combinatoire totale, il faut multiplier tout ça. Donc ça fait des millions, enfin pas des millions, des centaines de millions de séquences possibles différentes qui expliquent une des capacités potentielles de reconnaissance d'antigènes très, très, très importantes. Et à ça s'ajoute quelque chose dont je l'ai déjà dit un mot, qui est que sur les lymphocytes B, au cours des événements d'activation, là, ici, il se passe cet événement qui est situé là-bas, qui est la génération de mutations sur la partie variable, donc la partie qui code pour cette partie de la protéine, celle qui va reconnaître l'antigène. Donc les mutations dites somatiques, parce qu'elles interviennent secondairement dans le processus de développement des cellules au moment d'une reconnaissance antigène, schématisées ici par mes petites croix dans la région V ou J, qui va encore augmenter donc la diversité. Et ça peut être considérable, on en verra des exemples. Gardez ça en mémoire parce qu'on en reparlera la semaine prochaine. Ça a une implication thérapeutique très importante aujourd'hui dans des développements peut-être du traitement de l'infection par le VIH, peut-être de la grippe demain, on verra. C'est qu'on par la succession d'événements de mutation somatique dans la région qui reconnaît l'antigène, encore une fois, c'est celle-là, ici, c'est cette région-là qui est affectée et pas les autres. Les autres, on ne veut pas qu'elles bougent, entre guillemets, parce qu'elles ont des fonctions biologiques constantes. Ça génère des anticorps d'affinité variable et dans le processus de maturation des lymphocytes B, la compliquée que je vous ai montré, il y a une sélection ici des cellules les plus affines, parce qu'elles reconnaissent l'antigène très fortement sur ces cellules-là. Donc c'est comme ça que nous fabriquons dans nos organes lymphoïdes des anticorps produits par les lymphocytes B à très haute affinité et très efficaces pour combattre des infections. Donc tout ce préambule est nécessaire, je pense, pour que vous compreniez bien ensuite l'utilisation thérapeutique.
Donc on a vu la partie reconnaissance de l'antigène, donc qui est diverse encore une fois dans chaque cellule. Et ensuite, il y a la partie constante, donc c'est une nouvelle image d'immunoglobulines, mais c'est exactement la même chose. Vous reconnaissez les 1, 2, 3, 4 domaines d'une chaîne lourde. Là, ils sont placés à l'extérieur de la molécule, peu importe, et en bleu, les éléments des chaînes légères. Donc ici, encore une fois, avec la combinatoire des chaînes légères et chaînes lourdes, on a l'élément de reconnaissance d'antigène dont je viens de vous parler. Et maintenant, on va s'intéresser à l'autre bout de la molécule, schématiquement, qui ne se distingue pas d'une cellule à l'autre. Toutes les IgG, schématiquement, sont les mêmes, etc. Où il y a des fonctions biologiques, on va voir dans un instant de quoi il s'agit. Par exemple, la capacité de ces IgG de traverser le placenta, ce qui explique que les fœtus ont des IgG maternelles. Ça ne se passe pas au hasard, c'est parce qu'il y a des phénomènes de reconnaissance biologique qui sont liés à des séquences sur l'IgG présents dans la partie terminale, qu'on appelle FC pour fragment constant, qui ne bouge pas, contrairement à la partie variable ici. On va voir qu'il y a des fixations sur certains types de récepteurs qui sont importants pour que ces anticorps aient des fonctions biologiques, et des récepteurs de fixation à d'autres protéines, qu'on appelle les protéines du complément, qui permettent encore d'autres fonctions biologiques. Donc là, on entre dans le dur de à quoi ça sert un anticorps. C'est bien de produire des anticorps qui reconnaissent des tas d'antigènes, on est très content, mais encore faut-il que ces anticorps aient une fonction biologique, sinon ils n'auraient pas été sélectionnés dans l'évolution, qu'ils permettent effectivement de combattre physiologiquement un événement infectieux. Dans ces fonctions, il y en a 5. Et en fait, j'insiste là-dessus, parce que ces 5 fonctions, on va les utiliser, c'est à ça à quoi on pense lorsqu'on va utiliser des anticorps en thérapeutique. On va les passer en revue. Ça, c'est moins compliqué que l'analyse détaillée qu'on a vue tout à l'heure des interactions entre lymphocytes A et lymphocyte B. Une fonction, c'est la phagocytose. Je vais revenir dessus dans un instant. Donc, la capacité d'avaler des micro-organismes grâce à ces anticorps. Une deuxième fonction, c'est la capacité qu'ont des cellules armées d'anticorps de tuer d'autres cellules, cytotoxicité dépendante d'anticorps. Troisième fonction, c'est la capacité de cellules armées d'un anticorps et du complément de liser, grâce au complément, de faire des trous dans la cellule cible, donc c'est une autre façon de les tuer. Quatrième mécanisme, c'est la neutralisation d'une cible soluble, par exemple une toxine. Vous savez que certaines bactéries, le tétanos, célèbre tétanos, est très toxique par une sécrétion d'une toxine tétanique, qui est redoutable et qui provoque la gravité de la maladie. Donc des anticorps, en se fixant sur la toxine, vont empêcher la toxine d'entrer dans les cellules et donc d'avoir une action biologique. Cinquième mécanisme, qui n'est pas très différent, c'est de bloquer une molécule sur la membrane, un récepteur d'une membrane, une molécule, qui est exprimée à la surface d'une cellule, l'anticorps se fixe dessus, on va voir ça dans un instant, et donc du coup, il ne fonctionne plus. Et ceci peut avoir un intérêt thérapeutique. Voyons l'un après l'autre ces mécanismes. Phagocytose, schématiquement. Voici une cellule qui exprime des récepteurs pour les parties constantes, donc qui reconnaît, je reviens à mon petit schéma d'ici, reconnaît quelque chose, une séquence qui est bien connue, qui est située dans la partie qui ne bouge pas, constante des chaînes lourdes des IgG, dans le cas dont je vous parle ici. Donc, mais cette interaction n'est possible que si la molécule elle-même est liée à des antigènes. Donc imaginez que ce cercle gris soit une bactérie. Donc sur les deux bras de l'anticorps, ils reconnaissent la même substance qui est exprimée évidemment plein de fois à la surface de la bactérie. Donc on a cette situation où cette cellule-là, qui peut être typiquement une cellule phagocytaire, donc un polynucléaire, un macrophage par exemple, dotée de ces récepteurs. Et dans cette situation-là, la conséquence va être que la cellule phagocytaire va s'invaginer, va créer un compartiment intracellulaire qui contient la bactérie, et dans un second temps, cette bactérie va être tuée par d'autres protéines qui sont produites dans d'autres compartiments de cette cellule. Donc c'est un mécanisme très efficace qui favorise la destruction, typiquement de bactéries ou de champignons, grâce à un intermédiaire qu'est l'anticorps, qui fait finalement le lien, le pont, schématiquement, entre la cellule capable de tuer et le micro-organisme. Donc c'est un premier mécanisme d'action très utile des anticorps dans la défense anti-infectieuse. Deuxième mécanisme, donc la cytotoxicité dépendante d'anticorps, c'est un peu la même chose, mais là, il n'y a pas de phagocytose. Donc, à nouveau, les macrophages notamment, mais aussi d'autres cellules du système immunitaire, à travers aussi des récepteurs pour les parties constantes, il y en a plusieurs types, vous allez voir ça dans un instant, va être capable de fixer un anticorps pourvu qu'il soit lié à un antigène. Donc là, c'est un antigène qui est présent à la surface d'une autre cellule. Imaginez une cellule infectée par un micro-organisme et que soient présentes certains des éléments constitutifs de la bactérie, mettons, à la surface de la cellule infectée. Donc, dans cette condition de formation d'un hymen complexe entre l'anticorps et des antigènes, au moins 2 molécules présentes à la surface de cette cellule va être activée
et va être capable de sécréter des substances qui vont rentrer dans la cellule cible et cette cellule cible va mourir. C'est une méthode très très efficace pour tuer les cellules. Ça, c'est un mécanisme très important de l'action thérapeutique des anticorps monoclonaux dont on parlera tout à l'heure. Un mot sur ces récepteurs FC dont j'ai déjà dit un mot, de façon, disons, rapide. Ici, c'est plus en détail. Donc, à la surface des cellules, notamment de cellules du système immunitaire, notamment de cellules phagocytaires, mais aussi d'autres cellules de lymphocytes, il y a ces récepteurs-là, qui sont un peu compliqués, parce qu'ils sont composés de plusieurs protéines, et puis il y a plusieurs types de récepteurs FC. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous le trouverez dans des livres d'immunologie. Vous voyez ici qu'il y a ça c'est chez la souris, mais c'est à peu près l'équivalent chez l'homme, 1, 2, 3, 4, 5 types de récepteurs, avec des compositions un peu distinctes, des combinaisons de molécules, qui sont activateurs, ça veut dire qu'ils sont capables d'induire ce qui est écrit ici et qu'on a vu sur les diapos précédentes. ADCC, c'est le terme anglais pour cytotoxicité dépendante d'anticorps, Antibody Dependent Cell Cytotoxicity. La phagocytose, aussi le relargage de cytokines et l'activation des mécanismes pour tuer des bactéries. Donc, c'est parce que l'hymen complexe est ici, donc vous reconnaissez 1, 2, 3 molécules d'anticorps dans cet exemple, fixées sur ces espèces de petites structures vertes, imaginez que ce soit des bactéries, ça peut être tout à fait le cas. Donc, ces hymen complexes permettent la fixation sur les récepteurs FC gamma aux parties constantes des IgG, et donc cette interaction moléculaire induit des voies de signalisation qui sont indiquées ici, on ne va pas les détailler, mais des signaux qui sont assez bien connus, et qui induisent dans la cellule donc, la capacité de tuer, de phagocytose, etc. etc. Donc ce phénomène est moléculairement très important et bien défini. Juste pour compliquer une seconde les choses, mais ça a un petit intérêt thérapeutique, c'est qu'à côté des récepteurs FC activateurs, donc qui sont responsables de la mise en jeu de ces réponses immunitaires, donc qui expliquent l'action importante anti-infectieuse des anticorps, des immunoglobulines, des IgG dans le cas présent, il y a aussi des récepteurs inhibiteurs, c'est-à-dire qu'au contraire qui inhibent les réponses immunitaires. Donc on peut avoir les deux phénomènes. Et il y a une action thérapeutique qui repose en partie sur l'activation de ces récepteurs via des immunoglobulines, mais immunes polyclonales et non pas monoclonales. Donc retenez pour l'instant surtout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que beaucoup des actions biologiques des IgG sont liées au fait que les hymen complexes, donc l'anticorps fixé sur ces antigènes, induisent via ces récepteurs, que l'on appelle les récepteurs pour les parties constantes d'IgG, FC, des mécanismes biologiques, cytotoxicité, phagocytose, production de cytokines, et burst oxydatif, c'est-à-dire la production en gros d'eau de Javel, schématiquement, dans des vacuoles comme ici, qui contiennent éventuellement des bactéries. OK. Ça, on a vu 2 des 5 actions possibles des IgG dans les fonctions effectrices des anticorps. Une troisième fonction que j'ai montrée ici de façon extrêmement schématique. Donc on reconnaît toujours l'anticorps. À nouveau, imaginez une bactérie. Donc il y a au moins 2 antigènes, 2 fois le même antigène qui est reconnu. Et dans la situation d'interaction, ce n'est pas une boule, en fait, comme je l'ai très schématisé ici. Il y a une série de protéines. Il y en a toute une cascade de protéines qui vont s'activer les unes aux autres, une cascade, qui sont des protéines dites du complément. Ce sont des protéines qui sont présentes dans le plasma. Et la conséquence de cela, c'est que lorsque le complément, les protéines vont s'activer l'une après l'autre, à la surface donc, de la bactérie, dans l'exemple que je prends, et associées à des récepteurs pour certaines fractions du complément qui sont présentes sur l'immunoglobuline, sinon ça ne marcherait pas naturellement, la conséquence, ça va être de faire des trous dans la bactérie et de la tuer. Et on sait qu'il y a certaines bactéries à l'égard desquelles ce mécanisme est absolument fondamental à la défense anti-infectieuse. Par exemple, les méningocoques, qui donnent des méningites qui peuvent être assez redoutables, méningite à méningocoque. Donc l'immunité contre le méningocoque, qui a une grosse paroi de sucre très épaisse, une capsule très épaisse, elle repose beaucoup sur ce système. C'est qu'on sait par exemple des personnes de situations exceptionnelles qui ont des maladies génétiques qui font que le système du complément n'est pas opérationnel, sont à risque de faire des infections très sévères par le méningocoque, des méningites très sévères ou des septicémies, parce que ce moyen de défense n'existe pas. Donc c'est une preuve, à contrario, que cette fonction est une fonction importante de l'action anti-infectieuse des anticorps et donc qui peut nous intéresser en thérapeutique. Quatrième mécanisme, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure aussi, neutralisation d'une substance soluble, typiquement une toxine dans un contexte d'immunité anti-infectieuse. J'ai évoqué l'exemple de la toxine tétanique, toxine botulique, etc., etc.
mais ça peut être aussi une cytokine dans un contexte thérapeutique. Donc imaginez une cellule nerveuse par exemple, qui a des récepteurs pour la toxine tétanique, qui est le bacille de tétanos a réussi à sélectionner cela. Eh bien, si on a un anticorps qui va reconnaître les toxines, eh bien, l'anticorps, en se fixant sur la toxine, va empêcher l'interaction entre la toxine et son récepteur, et donc les actions neurotoxiques, dans l'exemple que je prends, de toxine tétanique ou d'ailleurs toxine botulique aussi, et empêcher tout événement néfaste. Et le complexe sera ensuite dégradé et donc la toxine perdue. Donc c'est une fonction biologique très importante d'anticorps, de neutralisation, d'empêcher l'interaction entre une protéine et son récepteur. On va voir que ceci est utilisé largement en thérapeutique avec les anticorps monoclonaux, même si ça n'aura plus rien à voir avec les toxines, comme vous le verrez tout à l'heure. Dernier mécanisme, qui est l'inverse, c'est l'anticorps qui reconnaît une substance à la surface d'une cellule, si c'est le cas. Donc il met à nouveau un anticorps qui reconnaît un récepteur, peu importe lequel, qui est à la surface d'une cellule, peu importe laquelle, et vous concevez facilement que dans ce contexte, si les anticorps se fixent sur le récepteur, ça va empêcher l'interaction entre le récepteur et son ligand, et donc une fonction biologique qu'on a envie de bloquer. Donc c'est également, on en verra des exemples entre ce soir et mardi prochain, une fonction biologique de neutralisation, cette fois-ci vers la cellule et non pas vers l'extérieur, qui est très importante dans l'action immunomodulatrice des anticorps. Donc voilà les 5 mécanismes essentiels par lesquels les anticorps agissent au sein du système immunitaire, sont physiologiquement impliqués dans les défenses anti-infectieuses, et ce sont des propriétés, on va le voir, que l'on peut utiliser donc dans le cadre des anticorps monoclonaux en thérapeutique. Et si vous avez des questions au passage, n'hésitez pas. Hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il doit y avoir sûrement rien à voir. Allez-y, hein, n'hésitez surtout pas. Allez-y, et ben voilà, elle est très bien. Pour les FC gamma récepteurs, le gamma c'est pour les IgG ou c'est toutes les... Gamma, IgG, oui, j'ai voulu simplifier parce que comme il y a d'autres classes d'immunoglobulines, il y a aussi des récepteurs FC pour les IgA, FC alpha, aussi des FC mu pour les IgM et des FC epsilon qui sont très importants dans l'allergie pour les IgE. Mais là, je me concentre sur les IgG puisque ensuite on ne va parler que d'IgG, en gros, en termes d'anticorps monoclonaux. Okay. Je ne vais pas vous encombrer trop l'esprit. Oui, monsieur, allez-y. Pouvez-vous répéter la différence entre le 4e et le 5e? Yes. C'est presque la même chose, sauf qu'on est dans un sens... Vous voyez ici, ça c'est le 4e. L'anticorps est là et il va se fixer sur une substance qui est extérieure à une cellule et empêcher la substance d'agir sur la cellule. Dans le cas numéro 5, l'anticorps reconnaît quelque chose qui est présent sur la cellule et empêcher l'action de quelque chose d'extérieur. Donc, in fine, la résultante est la même, mais on agit soit sur le ligand, soit sur le récepteur. OK? Oui, allez-y. Quel est le mécanisme d'évolution qui a permis aux anticorps de reconnaître des bonnes cellules, des mauvaises, et sur les mauvaises de les tuer? Quel mécanisme d'évolution au cours... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Qui a permis de faire ça alors que les deux Alors, sont premièrement, les anticorps, je n'ai pas repris tout ça parce que sinon on y passerait encore beaucoup d'heures. Les anticorps dans l'évolution sont apparus il y a à peu près 500 millions d'années. Ah, Seulement. Mais enfin, 500 millions d'années, il s'est quand même passé des choses. Le système s'est complexifié et a beaucoup évolué. Mais votre question est tout à fait pertinente. Hein. C'est une question fondamentale. On en reparlera l'année prochaine où on parlera d'auto-immunité. C'est que les anticorps, par définition, lorsqu'ils sont générés par ces systèmes de recombinaison génétique que j'ai brièvement décrits tout à l'heure, ne savent pas ce qu'ils vont reconnaître. Ils ne sont pas, entre guillemets, intelligents. L'intelligence, c'est la somme de l'ensemble. Donc, soit ils reconnaissent, par chance, mettons une protéine issue du staphylocoque, ça, on est très content, ça va nous aider. Soit ils reconnaissent une protéine ou une séquence qui n'existe pas. C'est tout à fait possible. Donc, bon, ils ne servent à rien. Donc, à la limite, il vaut mieux s'en débarrasser si on peut, ce qui est en partie le cas. Soit, ça c'est plus embêtant, ils reconnaissent un de nos propres constituants. Et ça, c'est ce qui peut donner une maladie auto-immune. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui, on va en parler indirectement, mais on ne va quand même pas en parler fondamentalement aujourd'hui, parce que c'est toute la problématique de l'auto-immunité, ça sera pour une autre fois. Pour une autre fois, c'est l'année prochaine. Je vous invite à revenir en 2016. Mais au-delà de cela, dans l'évolution, comment ce processus a été sélectionné,
il a été sélectionné parce qu'à l'évidence, le fait que les êtres vivants soient dotés de ce système de recombinaison qui permet de générer un très grand nombre de cellules reconnaissant un très grand nombre d'antigènes est un avantage sélectif de survie dans un contexte de micro-organismes divers. Donc la sélection, elle s'est faite par l'environnement des micro-organismes. Okay. Donc pour être strictement votre question, qu'est-ce qui permet de distinguer une cellule qu'il faut tuer d'une cellule qu'il ne faut pas tuer? C'est que la cellule qu'il faut tuer, elle est infectée par un microbe, schématiquement, et donc l'anticorps va reconnaître non pas la cellule, mais un composant du microbe. En première approximation, ce n'est pas 100% exact, mais en gros, c'est exact. C'est ça qui fait la différence. Merci, merci. Je vous en prie. OK. Vous aviez une question ou... Non, pardon, excusez-moi, j'ai cru que vous leviez le doigt. OK, donc on reprend, après ces quelques questions. Là, on se rapproche de la thérapeutique. Donc, à partir des fonctions que l'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut transposer et comment les choses ont été réfléchies et, vous allez voir, traduites en fait ultérieurement. Les notions de phagocytose, de lyse, de cytotoxicité, c'est typiquement une façon de tuer des cellules. Et parmi les cellules qu'on a envie de tuer en médecine, évidente, ce sont les cellules cancéreuses. Donc on verra la prochaine fois dans les faits que les fonctions de cytotoxicité au sens large, ou des cellules qu'on avale, ou des cellules qu'on coupe, ou des cellules qui sont tuées, est une façon, dans certaines circonstances, qui permettent de se débarrasser de cellules cancéreuses. La fonction de cytotoxicité dépendante d'anticorps, c'est un peu la même chose, mais spécifiquement sur celle-ci, est une façon de tuer des cellules du système immunitaire. Donc, tuer des cellules immunitaires, ça peut être une bonne idée si ces cellules sont dangereuses, c'est une très mauvaise idée si elles sont utiles. Mais il arrive que les cellules du système immunitaire soient dangereuses, donc c'est typiquement le cas dans des maladies auto-immunes. Donc dans certaines circonstances, parce que c'est quand même une action très, très drastique, on en verra guère d'exemples, enfin, si on l'évoquera quand même. On peut tuer des cellules du système immunitaire pour se débarrasser d'une réponse immunitaire. Et puis, ça correspond aux mécanismes 4 et 5, je vous rappelle, hein, celui-là et celui-là. Si on inhibe, ça c'est un peu plus élégant, puisqu'on ne tue pas des cellules, si on inhibe une interaction entre un récepteur et un ligand, et que l'action de ce récepteur sur le ligand est néfaste, parce que par exemple c'est une toxine, j'y reviens, bactérienne qui se fixe sur une cellule, donc on peut combattre les conséquences d'une maladie infectieuse. Et puis surtout, c'est l'indication principale aujourd'hui, on peut également modifier une réponse immunitaire si on empêche, mettons une cytokine pro-inflammatoire qui provoque de l'inflammation, de se fixer sur ces récepteurs et d'entraîner une réaction inflammatoire néfaste. On en verra en détail un exemple, je ne sais pas, on verra comment le temps se passe, si c'est aujourd'hui ou mardi prochain. Donc voilà des mécanismes d'action qui ont été envisagés, enfin, vraiment c'est comme ça que ça s'est passé, en se disant, avec des anticorps, on peut quand même agir, en faire des choses intéressantes en médecine. Et l'avenue des anticorps monoclonaux a permis de le faire de façon très précise. Mais avant les anticorps monoclonaux, il y a les anticorps polyclonaux. Dans notre plasma, nous avons des myriades d'anticorps différents, donc qui sont polyclonaux dans le sens où ils sont produits justement par toute cette série de lymphocytes B différents, et ils ont des spécificités différentes. Okay. On estime que dans 1 litre de plasma, il y a à peu près 10 puissance 12 spécificités d'anticorps différents. Donc c'est vraiment polyclonal, c'est le moins qu'on puisse dire. 10 puissance 12, ça fait 1000 milliards. Donc ces anticorps polyclonaux, ils sont faciles à recueillir. Il suffit d'extraire le plasma d'un donneur de sang. Comme vous le savez, c'est facile de séparer les cellules du plasma par centrifugation. Le plasma, il contient des tas de protéines d'intérêt thérapeutique. L'albumine, les facteurs de la coagulation dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi les immunoglobulines. On peut isoler les immunoglobulines. Même on peut très bien, aujourd'hui, on sait faire ça de façon industrielle, de façon remarquable, et même sûre en termes de risque de contamination par des microbes, des virus en particulier, ou le prion. On peut isoler les immunoglobulines. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser ces immunoglobulines polyvalentes, polyvalentes parce qu'elles sont polyclonales, donc elles ont plusieurs valences, elles sont capables de reconnaître des tas d'antigènes. Est-ce qu'elles ont un intérêt thérapeutique? Avant de s'intéresser aux monoclonaux, on s'est intéressé aux polyclonaux depuis les années 1950. On a commencé à injecter par voie intramusculaire des immunoglobulines issues du plasma de donneurs.
Ça a commencé donc il y a 60 ans. Les biothérapies, ça ne date pas de 2010, ça date depuis bien plus longtemps, même si évidemment ce n'était encore que des éléments précurseurs. Et quand je dis qu'on l'a fait en 1950 et 60, on l'a fait même avant, au début du XXe siècle, 1902 ou 1903 je crois, de façon active, à partir du moment où on a compris qu'il y avait ces cellules qui étaient capables de produire des anticorps, donc on ne connaissait pas encore la structure, tout ce que je vous ai montré évidemment n'était pas connu à l'époque, mais la notion que ces anticorps pouvaient neutraliser par exemple une toxine, diphtérique ou tétanique, était perçue. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a immunisé des chevaux avec le tétanos, la diphtérie, les toxines qui avaient déjà été purifiées. On a recueilli le plasma des chevaux. On a recueilli la fraction des immunoglobulines, on ne savait pas ce qu'étaient les immunoglobulines à l'époque, et on a injecté à des individus qui étaient contaminés ou qui étaient à risque d'être contaminés, par exemple, par le bacille de tétanos, ce sérum de cheval, et en gros, ça fonctionnait en neutralisant la toxine. Donc ça date de 1902-1903, c'est von Behring, prix Nobel, un des premiers prix Nobel. Vous voyez, donc là, on est à 110 ans d'histoire. Les gens ont fait ces travaux qui sont sur le plan empirique, étaient magnifiques, fondés sur des observations très justes, sans comprendre les aspects moléculaires qui sous-tendaient leurs observations. Donc ça, c'est le début de l'utilisation d'anticorps polyclonaux. La sérothérapie animale, donc essentiellement à partir de l'immunisation de chevaux, perdure encore aujourd'hui, c'est encore utilisé, et comme vous le savez, c'est utilisé essentiellement pour prévenir la diphtérie, le tétanos ou la rage. Le traitement de la rage par sérothérapie est une longue histoire, même si aujourd'hui il y a des préparations d'immunoglobulines humaines qui sont plus efficaces et plus sûres, parce que de temps en temps, évidemment, il faut avoir en tête, on va y revenir d'ailleurs, que les immunoglobulines elles-mêmes peuvent être antigéniques et déclencher une réponse immunitaire. C'est qu'on peut faire des anticorps contre les anticorps étrangers, n'est-ce pas, contre des anticorps de cheval. Donc si on fait des anticorps contre des anticorps de cheval, et notamment si ces anticorps sont des types IgE, donc qui sont associés avec l'allergie, on peut faire des chocs anaphylactiques mortels. Donc ce n'est pas toute une affaire complètement sûre, mais ça a sauvé des tas de vies, cette affaire-là. Au-delà des sérothérapies animales historiques du début du XXe siècle, il y a eu dans les années 50-60 le développement aussi à partir de l'immunisation d'animal, de cheval et de lapin plus récemment, contre des lymphocytes. On a pris des lymphocytes humains et on a immunisé donc des chevaux ou des lapins. On a recueilli le plasma, toujours la même histoire, purifié les immunoglobulines. Et ces immunoglobulines, on les utilise encore aujourd'hui pour des traitements immunosuppresseurs extrêmement forts. C'est ce qu'on appelle le sérum antilymphocytaire, qui sont des soupes pas très, très bien caractérisées, mais si on injecte ça à un individu, on va lui tuer de façon drastique, à un temps T, tous ces lymphocytes. On dirait c'est de la folie de faire ça, c'est très dangereux. Il y a certaines circonstances de maladies graves où on peut avoir recours à ces sérums pour certaines maladies auto-immunes extrêmement sévères ou dans le contexte, par exemple, de préparation pour des greffes de moelle osseuse ou dans une certaine mesure de greffe d'organes. Ce sont des choses qui sont encore faites aujourd'hui, même si une fois de temps en temps, il y a des accidents d'intolérance et qu'on peut y substituer aujourd'hui des anticorps monoclonaux dont on va parler ensuite. Il y a les immunoglobulines polyvalentes plasmatiques IgG humaines, donc on n'est plus chez l'animal, on est chez l'homme. Donc donneur de sang, on recueille le plasma qui contient donc des très grandes quantités d'IgG, de spécificités différentes. Et ces immunoglobulines, elles sont utilisées en thérapeutique. Elles sont utilisées schématiquement dans deux circonstances. La première, et c'est d'une grande logique, il y a une série de patients qui ne sont pas très nombreux, mais qui existent, qui ont une maladie génétique qui font qu'ils ne sont pas capables de produire des immunoglobulines. Donc une déficience de la production des immunoglobulines. Ils vivent sans immunoglobulines ou sans certaines catégories d'immunoglobulines. Et ce n'est pas une bonne idée de ne pas être capable de produire des immunoglobulines, parce que, comme je vous l'ai dit, les immunoglobulines sont très utiles pour se défendre contre les infections. Donc ces individus, ils souffrent d'infections graves. Et avant qu'on puisse commencer à leur injecter des immunoglobulines, donc les années 50-60 et puis mieux les années 80, ces personnes mouraient dans l'enfance d'infections répétées graves. Donc aujourd'hui, ils vivent grâce aux donneurs de sang, dont on extrait le plasma, dont on purifie les immunoglobulines, qu'ils reçoivent régulièrement. Et puis on utilise aussi ces immunoglobulines, j'y ai fait allusion tout à l'heure, parce qu'elles peuvent moduler une réponse immunitaire en agissant, je vais peut-être y revenir, sur les récepteurs inhibiteurs des
pour les parties FC des IgG. Vous voyez, il est marqué ici inhibitory FC récepteurs. Donc un certain type de récepteurs induisent des réactions de suppression d'une réponse immunitaire. Et dans certaines circonstances, d'ailleurs qui ne sont pas très claires, ça reste quelque chose de relativement mystérieux, si on injecte donc des immunoglobulines plasmatiques à un individu qui a un certain type de maladie inflammatoire auto-immune, on peut avoir un effet bénéfique via l'activation de ces récepteurs inhibiteurs. Donc on ne voit pas très très bien comment ça marche, mais en partie, ça fonctionne. Donc c'est une autre utilisation, même quantitativement la plus importante, des immunoglobulines polyvalentes. La dernière chose que je mentionnerai, qui est toujours d'actualité, même si on a aussi développé des anticorps monoclonaux, c'est la prévention de l'immunisation Rhésus. Vous savez qu'une femme qui est Rhésus négatif, donc les groupes sanguins Rhésus, et qui est enceinte d'un bébé qui est Rhésus positif, parce que le papa a donné le gène qu'il faut pour être Rhésus positif, elle peut s'immuniser contre l'antigène Rhésus du fœtus, développer beaucoup d'anticorps. Donc si c'est la première fois, ce n'est pas trop gênant parce que ça se passe à la fin de la grossesse. Mais lorsqu'il y a la grossesse suivante, il y a une réponse de type vaccinal, une seconde réponse très très forte, qui va faire que les anticorps de la mère vont s'attaquer aux globules rouges du fœtus. Je vous rappelle qu'il y a un passage transplacentaire des IgG, j'en ai dit un mot tout à l'heure, et provoquer une anémie extrêmement sévère chez le fœtus, dans les pires cas, et libération de bilirubine, qui est issue de l'hémoglobine. Cette bilirubine, elle va se mettre dans le cerveau et détruire le cerveau. Donc, c'est une maladie absolument terrible qui, jusqu'il y a 50-60 ans, provoquait des drames par incompatibilité Rhésus entre mère et enfant. Donc aujourd'hui, on a une action de prévention systématique qui est faite lorsqu'une femme est Rhésus négatif et qu'elle donne naissance à un enfant Rhésus positif. Immédiatement après la grossesse, on neutralise les antigènes de groupe Rhésus issus du fœtus, du bébé, par des IgG humaines anti-Rhésus. Donc c'est une utilisation d'anticorps polyvalents, donc qui est issu de donneurs de sang immunisés, mais qui peut être remplacé aussi par les anticorps monoclonaux, et va y revenir. Juste pour dire quand même qu'il ne faut pas oublier les anticorps polyclonaux, dont évidemment il y a peu de biotechnologie dans leur production, si ce n'est qu'il faut le faire proprement à partir du plasma des donneurs de sang. Donc un certain nombre d'indications qui restent aujourd'hui de cette action qui est connue donc depuis longtemps en ce qui concerne la sérothérapie animale depuis le début du XXe siècle. On va arriver au vif du sujet, enfin au bout de 45 minutes, mais même plus, une heure, que sont les anticorps monoclonaux. Mais je pense que ce n'est pas très grave, je pense que c'est important, enfin, de mon point de vue, de vous expliquer le cheminement, la compréhension de ce que sont les anticorps, comment ils fonctionnent et comment on peut évoluer vers des idées de thérapeutique. Donc je pense que les applications thérapeutiques des anticorps monoclonaux, on les verra surtout mardi prochain. Les anticorps monoclonaux, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un anticorps monoclonal? Donc c'est simple à définir. Je vous ai dit tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, et ce qui est présent dans le plasma de nous tous, c'est une myriade d'anticorps, de molécules différentes. Elles se ressemblent toutes, beaucoup. On a vu l'image tout à l'heure. Mais leurs reconnaissances d'antigènes sont un peu différentes de l'une à l'autre. Donc un anticorps monoclonal, c'est un anticorps unique. C'est une seule molécule qui reconnaît strictement un antigène. Donc toutes les molécules, on peut en avoir 1000, 10 000, 1 million, 1 milliard, la quantité qu'on veut si on est capable de les produire, vont tous reconnaître exactement la même séquence d'acides aminés si c'est une protéine, éventuellement de sucre. Donc c'est la définition d'anticorps monoclonal, c'est un anticorps produit par une cellule qui a une spécificité. Okay. Donc c'est a priori intéressant puisque c'est une molécule bien définie et donc si on en dispose, on va voir dans un instant comment on peut les obtenir, si on en dispose, ça va permettre de cibler très précisément un antigène, par exemple l'antigène Rhésus dont je viens de vous parler, ou d'autres bien naturellement. Et on peut en définir toutes les caractéristiques biologiques complètes en termes de reconnaissance d'antigènes et naturellement toutes les propriétés biologiques de la molécule. Donc c'est une notion très intéressante en thérapeutique, mais aussi intéressante comme outil diagnostique d'ailleurs. Dans les laboratoires, on utilise beaucoup de ces anticorps aujourd'hui pour toutes sortes de tests diagnostiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. La grande question à laquelle il était impossible de répondre jusqu'à il y a 40 ans, c'est comment les obtenir, comment faire le tri parmi ces myriades de molécules, comment les produire en quantité pour en faire un outil qui entre dans le domaine de la thérapeutique. Donc il y a une révolution qui s'est produite en immunologie au début des années 70, avec un travail qui a été publié en 1975, qui était la première production d'anticorps monoclonaux par ces deux messieurs qui ont eu le prix Nobel
plus que mérité, qui était Georges Köhler, pas C, c'est un G, il y a une petite erreur, Georges Köhler, qui est un chercheur allemand, qui travaillait avec César Milstein ensemble à Cambridge. Donc c'est un Argentin, Milstein, et un Allemand travaillant en Grande-Bretagne, c'est plutôt sympa, à l'université de Cambridge. Et ces deux immunologistes qui ne s'intéressaient pas du tout à la thérapeutique, n'étaient pas médecins du tout, je dis malheureusement étaient parce qu'ils sont décédés tous les deux depuis, avaient recherché à produire des anticorps monoclonaux pour en étudier les caractéristiques. Donc l'idée était un projet complètement fondamental. Donc ils ont été les premiers à publier un papier extrêmement célèbre dans l'histoire de l'immunologie, mais je dirais de la médecine, tout simplement, qui était publié en 1975 dans la revue Nature. Donc qu'est-ce qu'ils ont montré, ces braves gens? Ils ont fait la chose suivante, qui n'est pas évidente et qui est toujours faite aujourd'hui, 40 ans plus tard. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ils se sont dit, si je veux produire un anticorps monoclonal, j'ai besoin d'avoir une lignée cellulaire unique, d'un clone cellulaire, donc toutes les cellules ont la même caractéristique, et notamment naturellement dans les gènes qui sont responsables de la production d'immunoglobulines. Mais si je veux en produire une quantité suffisante, il faut que ma cellule vive un certain temps et pourquoi pas soit immortelle. Donc ce n'est pas tout à fait simple d'avoir une cellule unique, immortelle, produisant un anticorps par définition unique. Comment ils ont réussi à faire ça? Ils ont eu l'idée de fusionner, ils l'ont fait chez la souris, parce que chez l'homme, ils ont essayé chez l'homme aussi, mais ça ne marchait pas. On ne sait toujours pas très bien pourquoi ça marche beaucoup moins bien chez l'homme. Mais chez la souris, ça marche bien. Ils ont pris deux types de cellules, les bleus et les marrons. Évidemment, ce n'est pas la réalité, mais c'est le schéma. Ils ont pris des lymphocytes B d'une souris qu'ils ont immunisé. Les premiers travaux qu'ils ont fait, ils ont immunisé les souris avec des globules rouges. Je ne sais plus quelle espèce, peu importe. Donc ils ont pris ensuite les lymphocytes B de la rate des souris. Donc ils immunisent des souris. Dans la rate, il va y avoir plein de lymphocytes B qui produisent des anticorps contre les globules rouges en question. Et ces cellules sont là. Mais évidemment, cette population n'est pas monoclonale. Il y a plein de cellules différentes qui produisent des anticorps différents. Ils vont fusionner ces cellules en les mettant en contact avec une substance chimique qui s'appelle le polyéthylène-glycol, et ça se fait toujours aujourd'hui, qui va faire rapprocher les membranes et permettre ce type de phénomène où deux cellules fusionnent en une seule, qu'on appelle un hybridome, c'est le terme qui a été depuis retenu. Et donc la fusion de ces lymphocytes B, chacun spécifique d'un antigène, et ils ont pris encore une fois la première expérience, dont vous verrez le résultat ensuite, a été faite avec des globules rouges comme antigène, donc quelque chose de très très simple. Ils ont fusionné ces cellules avec des cellules immortelles. Les cellules immortelles sont des cellules cancéreuses, et ils ont choisi une cellule immortelle la plus proche possible des cellules d'intérêt. Ils ont pris, évidemment on est chez la souris, des cellules plasmocytaires. Plasmocytes, vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous ai dit, sont ces cellules d'aspect ovale, ce n'est pas bien dessiné ici, qui produisent les immunoglobulines. Donc on est très très proche sur le plan de la nature des cellules. Mais il existe des cancers des plasmocytes, ça s'appelle le myélome. Vous avez peut-être entendu parler du myélome, c'est une maladie grave, un cancer qui touche les os, où des cellules plasmocytaires, donc celles qui produisent en grande quantité des immunoglobulines, sont cancéreuses, donc se divisent et malheureusement créent des troubles graves. Donc il y a aussi des plasmocytes cancéreux chez la souris, des myélomes de souris. Donc ils se sont dit, si on a une cellule immortelle qui est très proche d'un lymphocyte B physiologique, elle va peut-être apporter la notion d'immortalité au résultat à l'hybridome, et puis dans des circonstances qui sont très proches sur le plan physiologique des lymphocytes B normaux, donc ils devraient favoriser le fonctionnement du système. Donc ils ont fusionné ces deux types de cellules en utilisant un sucre qui est une grosse structure et qui rapproche des molécules et qui les fixe dessus, et donc peut fixer aussi des cellules, le polyéthylène-glycol. Et donc, c'est très facile à faire. Je peux vous dire que j'ai fait ça dans ma vie. Si je l'ai fait, c'est que c'est facile. Je ne suis pas un expérimentateur très doué. Donc c'est vraiment facile. On arrive de temps en temps à avoir un produit où il y a à la fois le noyau bleu, donc qui contient potentiellement les gènes qui nous intéressent pour la production des immunoglobulines, et noyau jaune qui apporte des facteurs d'immortalité liés au cancer, sans savoir ce que c'est. Okay. Évidemment, il va y avoir toutes sortes de fusions, bleu-bleu, bleu-jaune, jaune-jaune, donc plein de choses qui ne nous intéressent pas. Donc il faut arriver à se débarrasser de tout le reste. Comment ils se sont débarrassés de tout le reste? Le bleu-bleu, c'est-à-dire la fusion entre les cellules de la rate et de la souris, ça c'est facile, parce qu'il suffit d'attendre un peu, elles ne sont pas immortelles, elles vont mourir. En quelques jours, elles vont disparaître. Le jaune-jaune, c'est plus compliqué parce que ce sont des cellules immortelles. Même si elles ont fusionné, elles peuvent rester immortelles. Comment on s'en débarrasse? Par un truc, c'est que ces cellules sont dépourvues d'une enzyme, du métabolisme des purines. Les purines sont
nucléotides qui sont impliqués dans la synthèse des acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, etc. Donc ces cellules, et c'était connu depuis longtemps, sont dépourvues d'une enzyme qui s'appelle l'HGPRT, qui les rend sensibles à une drogue, l'aminoptérine. Donc si on met à ce stade-là, où il y a tout ce paquet de cellules mélangées, une certaine concentration de cette substance qui s'appelle l'aminoptérine, tout ce qui est jaune va disparaître. Et ce qui est bleu ou bleu-jaune ne va pas disparaître parce que ces cellules-là ont l'enzyme HGPRT. Donc le truc, c'est que les bleus disparaissent parce qu'elles sont à courte durée de vie, et les jaunes disparaissent parce qu'elles sont intoxiquées par cette molécule. Donc il ne reste que les bleus jaunes. Enfin, c'est une façon de parler. Il ne reste que les hybridomes. Ensuite, ces cellules, donc les hybridomes, évidemment, on en a plein de différents mélangés les uns aux autres. Donc si on veut qu'ils produisent une seule molécule, un anticorps monoclonal, il faut avoir les séparer. Donc ça, c'est assez facile à faire, ça prend un peu de temps. Il suffit de prendre la préparation de cellules et de mettre schématiquement une cellule par puits de culture. En fait, même moins statistiquement, moins d'une cellule par puits de culture. Donc lorsqu'ensuite, dans un puits de culture, des cellules vont apparaître et se diviser, c'est qu'elles proviennent d'une seule cellule. Et on peut répéter l'opération pour être sûr que ce soit vraiment le cas. Statistiquement, c'est absolument évident. Et donc, in fine, on peut avoir cette situation. Donc ça, c'est le stade du clonage, par dilution, comme on dit, c'est le terme consacré. On met une cellule par puits, on distribue ça dans un très très grand nombre de puits. Ce sont des micro-puits qui mesurent moins d'1 centimètre de hauteur et de largeur. On peut cloner ces cellules. Ces cellules, elles sont immortelles, elles se divisent grâce à leurs propriétés cancéreuses. Donc on va avoir une production en masse de cellules, indéfinie potentiellement, qui produisent une classe d'anticorps. Oui ? Excusez-moi, comment on peut être sûr que dans l'hybridome, il n'y ait pas plus de 2 cellules qui aient fusionné ? Ça peut arriver, c'est une très bonne question, mais c'est facile à vérifier en faisant la cytogénétique, c'est en analysant les chromosomes. Combien il y a de chromosomes dans cette cellule ? À la limite, ça peut ne pas être gênant. Ça dépend. S'il y a deux, ce ne serait pas gênant si c'est deux fois, par exemple, du côté myélomateux et que la cellule est très robuste. Après tout, on serait très content que la cellule soit particulièrement robuste. Mais dans la réalité, en fait, ce sont bien ces produits-là, issus de la fusion de 2 cellules, qui sont sélectionnés. Mais votre question est pertinente. Donc on arrive et cette procédure, elle est toujours utilisée dans les laboratoires. 40 ans plus tard, elle était un peu affinée et elle est fantastiquement efficace. Donc initialement, César Milstein et Georges Köhler l'ont fait en immunisant des lymphocytes B de souris avec des globules rouges, qui n'a pas beaucoup d'intérêt thérapeutique, mais on peut remplacer les globules rouges par des cellules humaines, des molécules issues des cellules humaines, des cytokines humaines, etc., et faire produire des myriades d'anticorps contre toutes sortes d'antigènes qui ont un intérêt thérapeutique. Si on reste un instant avec... Oui, pardon. Pourquoi ils ont fusionné avec des globules rouges alors qu'ils n'ont pas de noyau ? Non, ils n'ont pas fusionné avec les globules rouges. Ils ont utilisé les globules rouges comme antigènes. La fusion, que ce soit bien clair, ça c'est important. S'il y a une chose qu'il faut retenir ce soir, c'est ça. C'est cette image-là. Tout ce que je vous ai dit avant, à la limite, on peut presque s'en passer, et ce qui va suivre aussi. Mais fondamentalement, la base des monoclonaux, des anticorps monoclonaux, c'est ça. Donc une cellule B physiologique, dans le cas de César Milstein, et historiquement 75, dont issus de souris immunisées par des globules rouges, mais ça aurait pu être par une protéine du virus de la grippe ou ce que vous voulez, qu'on fusionne avec les cellules myélomateuses. Donc les globules rouges n'interviennent pas dans cette affaire, dans la génération de ces cellules. Par contre, ils interviennent dans le test. Ça, c'est une figure de leur papier. Aujourd'hui, ça fait assez archaïque, mais c'est superbe. Donc, ils ont des boîtes de pétri dans lesquelles ils ont placé ces lymphocytes B hybridomes, et autour, ils vont mettre des globules rouges, justement, et ils vont mettre du complément, la protéine, le groupe de protéines qui permet de faire des trous dans les cellules. Donc, grâce au complément, s'il y a un anticorps, les globules rouges vont être troués. Et le terme consacré, c'est une plage de lyse, c'est-à-dire qu'il y a une région où vous voyez les zones blanches dans certains endroits de la boîte de pétri. Ça veut dire qu'il y a une lyse des globules rouges, donc la couleur devient plus claire, et on peut compter les plages de lyse qui correspondent à chaque fois à un lymphocyte B qui produit des anticorps contre le globule rouge. C'est vraiment comme ça. Les premières observations de ces anticorps monoclonaux, c'est ça. Donc en fort grossissement, vous avez ici la cellule au milieu et la plage de lyse. Bon, c'est un peu sombre. La photo est malheureusement un peu sombre, mais vous voyez que c'est quand même plus clair dans le cercle bleu qu'autour. Et là, vous avez les images à plus faible grossissement. Donc initialement, c'est comme ça qu'ils comptaient et qu'ils isolaient leurs anticorps, leurs cellules productrices d'anticorps. Pardon. Oui ? Toutes les cellules myélomateuses sont déficitaires en HGPRT ? Non, mais il y avait eu des lignées obtenues dans des laboratoires qui l'étaient. Non, c'est l'issue
la recherche dans des tas de domaines qui n'ont rien à voir, mais on peut réutiliser naturellement des outils intéressants. Donc ça a vraiment été une révolution en immunologie, sur un plan fondamental, parce que ça permet d'étudier en détail les processus de génération des anticorps, et puis par les applications, on va en parler, de production de protéines de grand intérêt. Oui, je vous en prie. Qui me paraît tout à fait formidable, en plus c'est facile à faire. Oui. On devrait pouvoir soigner toutes les maladies avec... Ben, vous allez voir qu'on fait des choses pas mal. Si vous revenez mardi prochain, vous allez voir que c'est pas mal. Ah oui, mais oui, évidemment. J'en ai 5 et il n'y en a aucune qui est soignée. Ben, vous allez voir comme... Non, évidemment, je plaisante, mais vous allez voir, alors malheureusement, surtout mardi prochain, qu'il y a eu des choses magnifiques qui ont été obtenues avec ces anticorps, mais ça ne soigne pas tout, naturellement. Il faut qu'on soit dans le cadre des propriétés biologiques que j'ai évoquées tout à l'heure et qu'on soit quand même capable de fabriquer des anticorps qui reconnaissent une cible. Donc on verra les limites aussi. Hein. Ma question, c'est pourquoi ça ne soigne pas tout? Patience, réponse mardi prochain. Là, je ne peux pas vous donner encore la réponse parce qu'il faut qu'on passe en revue ce qui a été fait et vous montrer les résultats et donc aussi par défaut les limites du système. Mais une semaine de patience. Donc, production d'anticorps monoclonaux de la souris à l'homme. Donc, 75 et les années suivantes, on est capable de produire des anticorps monoclonaux issus de cellules de souris. Encore une fois, on essaye chez l'homme, avec les cellules humaines, on n'y arrive pas, et on ne sait toujours pas pourquoi. Donc, la technique qui est si simple chez la souris, avec les cellules de souris, ne fonctionne pas bien chez l'homme. Mais on peut fabriquer donc, des anticorps monoclonaux de souris qui reconnaissent des molécules humaines, donc une action thérapeutique chez l'homme. Et ça a été fait abondamment contre des molécules de la surface des lymphocytes T pour être immunosuppresseurs. Vous allez voir des exemples tout à l'heure. Ça marche, mais il y a des limites. Les limites, c'est la différence souris-homme. Là, on arrive dans les choses pratiques de la médecine, les limites. Les immunes de souris, quand on les injecte à l'homme, ont une courte durée de vie. Si vous injectez des IgG humaines à un être humain, donc c'est la physiologie, c'est la demi-vie, c'est-à-dire que la moitié des IgG que vous allez administrer vont disparaître en 3 semaines. Donc la durée de vie est très longue. Si vous injectez des IgG de souris à un être humain, la durée de vie, c'est 2, 3, 4 jours, parce qu'elles sont reconnues comme différentes et éliminées plus rapidement. Donc c'est une limite à l'action thérapeutique. Ces IgG de souris, ces anticorps de souris, ils sont adaptés à la souris, pas à l'homme. Donc les fonctions biologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, la fixation sur les récepteurs FC, etc., le complément, ça fonctionne moins bien avec le système humain. Donc propriétés biologiques diminuées, donc moins efficaces. Troisièmement, et ça c'est pas le moindre des problèmes, si on reçoit des anticorps de souris, notre système immunitaire va reconnaître que ces anticorps proviennent, ils ne savent pas que c'est de la souris, mais ils savent que c'est étranger. Donc on va faire des anticorps contre les anticorps. Très souvent, vous verrez les chiffres dans une seconde. Et si on fait des anticorps contre les anticorps, le mieux, c'est qu'on va juste neutraliser l'anticorps monoclonal, donc action thérapeutique rapidement perdue, donc on perd l'efficacité. Ça, c'est la moindre des choses. Le pire, c'est qu'en plus, ça provoque des effets secondaires graves qui peuvent aller jusqu'à un choc mortel. Donc il y a des soucis. On ne peut pas se contenter des anticorps monoclonaux de souris, même si ça a été une étape très intéressante. Donc efficacité limitée, risque d'accident, hypersensibilité. Alors qu'est-ce que les chercheurs et les entreprises qui ont commencé à développer des anticorps monoclonaux à but thérapeutique ont fait lorsqu'ils ont vu ces problèmes? Il y a eu des astuces qui ont été développées pour, c'est le terme employé, humaniser les anticorps de souris. Donc transformer, vous allez voir petit à petit, les IgG issus de souris en IgG humaines. Comment on peut faire ça? C'est en fait fondamentalement pas très compliqué. La première génération d'anticorps qui a été créée, on appelle les anticorps chimériques, a consisté à faire de la recombinaison génétique. C'est des manips de biologie moléculaire, comme il s'en fait tous les jours dans tous les laboratoires du monde. Qu'est-ce qu'on fait? On va garder la partie qui nous intéresse chez la souris, c'est-à-dire la structure de reconnaissance de l'antigène. Donc la partie dite variable, VH, H c'est pour chaîne lourde, heavy en anglais, VL, light, légère, VL, on veut le VH et le VL de l'anticorps de souris, donc on le clone à partir de la cellule qui le produit, on en a des myriades de ces cellules, c'est très facile. Et ce VH et ce VL, qui est d'origine murine, on va le placer dans des vecteurs d'expression, on appelle les plasmides, qui contiennent les morceaux de gènes qui codent pour la partie constante. CH1, CH2, CH3, la région hinge, ça c'est pour la chaîne lourde, H pour heavy, L légère. Donc avec ça, par recombinaison, on va fabriquer, donc une fois une cellule qui a tout ça en son sein, va être capable de produire un anticorps qui a schématiquement cette structure-là, où la partie
extérieur variable, ici, je vous rappelle que c'est là que se situe le site de reconnaissance d'antigène, provient de l'anticorps de souris, et tout le reste, en dessous, la partie constante, provient de l'immunoglobuline humaine. Donc on a un anticorps chimérique homme-souris, partie variable souris, partie constante humaine. Donc de tels anticorps monoclonaux ont été produits, donc encore une fois, clonage de gènes V, des chaînes lourdes légères d'immunoglobulines de souris, à partir de l'ARN messager de l'hybridome, on a des tonnes de ces cellules si on veut, dans des vecteurs qui comprennent les gènes humains qui codent pour les parties constantes. Donc on a un résultat qui est un anticorps qui est effectivement dans un certain nombre de cas peut être produit, là, il y a une bonne compatibilité entre les structures moléculaires, qui va résister, qui va être plus efficace, parce que la durée de vie va être plus longue, mais ce n'est toujours pas parfait, parce qu'il peut quand même y avoir encore une immunisation. Je ne sais plus si... je reviendrai en arrière. Si on utilise en thérapeutique chez l'homme, ce sont des vrais résultats, des anticorps murins complets, 100% des cas, au bout d'un certain temps, 100% des individus s'immunisent, donc soit la thérapeutique devient inefficace, soit pire, il y a des effets d'intolérance. Si on utilise ces anticorps chimériques, donc c'est ce que je viens de vous montrer, où on a la partie extérieure ici, variable, souris, le reste est humain, on descend, ce qui est quand même pas mal, il n'y a plus que 20% des cas. Grand progrès, mais quand même 20% de malades chez lesquels il va y avoir une neutralisation de l'effet de l'anticorps monoclonal, on perd l'effet thérapeutique et éventuellement une toxicité. Donc, évidemment, on ne s'est pas contenté de ça. Les chercheurs, dont celui-là, dont le nom est ici, Greg Winter, qui est un chercheur britannique, qui a été un grand artisan de la biotechnologie des immunoglobulines, de la fabrication des monoclonaux, on a été une étape plus loin. C'est qu'au lieu de garder toute la région légère, lambda dans cet exemple-là, et variable, heavy, qui constitue le site de fixation d'antigènes, donc vous avez ici la vision de rapprocher du site de reconnaissance d'antigènes et d'immunoglobulines. Vous avez des petits morceaux là, qu'on appelle les régions hypervariables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont des morceaux et pas la totalité du fragment V de la chaîne légère et du fragment V de la chaîne lourde. Donc l'opération qui a été faite ici, c'est d'aller encore plus loin dans le raffinement du chimérisme homme-souris, c'est toujours par les mêmes combinaisons de jeux avec des plasmides qu'on introduit dans des cellules. Cette fois-ci, seulement les petits morceaux de gènes qui codent pour les 6 régions hypervariables proviennent de la souris. Et ça, cette partie-là, le reste des régions légères, variables, de la chaîne légère et de la chaîne lourde, viennent de l'homme. Donc la spécificité antigénique est toujours celle initiale provenant de l'anticorps monoclonal de souris, parce qu'il est défini par ces tout petits morceaux de boucle de la séquence VH, V lambda, dans l'exemple que j'ai pris ici, et tout le reste est humain. Donc on réduit le risque d'immunisation et on a des molécules efficaces. Donc ce résultat a été obtenu. On a un exemple réel. Ça, c'est une molécule d'un anticorps humanisé de deuxième génération. On les appelait humanisés. C'est les chimériques, puis humanisés. C'est du jargon, mais les premiers chimériques, c'est quand les parties variables sont souris et le reste est homme. Humanisé, c'est quand seulement les parties hypervariables sont souris. Et c'est l'exemple d'un anticorps qui a été produit dans les débuts des années 1990, qui reconnaît le récepteur de l'interleukine 2, donc une molécule très importante à la surface des lymphocytes, qui est engagée dans des réponses immunitaires. Donc, un tel anticorps, qui a été utilisé en thérapeutique, est immunosuppresseur. Et vous voyez que ce qui reste de la souris, c'est ce qui est en rouge là. Vous reconnaissez une molécule d'immunoglobuline, avec la partie constante en bas, les régions variables donc, sont là-haut, et les régions hypervariables qui sont impliquées dans la réponse immunitaire, ce qui provient de la souris, est tout petit, est en rouge. Donc il n'y a plus grand-chose d'origine murin, donc on peut espérer, c'était l'espoir à un moment même, qu'il n'y ait plus du tout de réponse immunitaire, de danger de réponse immunitaire neutralisante ou susceptible de provoquer des accidents d'hypersensibilité. Malheureusement, c'est mieux, mais il y a encore 5% de situations de neutralisation ou surtout de risque d'accident grave. Donc on progresse, mais on n'est pas au bout du progrès. Le bout du progrès, enfin ce n'est pas tout à fait le bout du progrès, mais c'est l'idéal, tendant vers l'idéal, c'est de générer des anticorps complètement humains. Il n'y a plus du tout de souris. Évidemment, c'est intuitif de comprendre que les anticorps humains ont beaucoup moins de risques de provoquer des réponses immunitaires et d'être donc neutralisés. Est-ce qu'on sait le faire? La réponse est oui, mais ça a été très compliqué. A priori, il y avait 3 façons de procéder. Celle qui est exactement la même qui a été développée chez la souris, donc fusion entre des lymphocytes B spécifiques d'un antigène donné et des cellules myélomateuses. Mais là, il y a une première remarque, c'est obtenir des cellules B humaines dirigées contre une protéine humaine.
Ce n'est pas si simple que ça, puisqu'elles sont sous contrôle physiologiquement, donc ce n'est pas très très simple. Et deuxièmement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, cette procédure qui marche très bien chez la souris marche mal chez l'homme. Mais on y est quand même arrivé dans quelques cas. Une deuxième façon de procéder, mais qui marche vraiment mal, c'est d'immortaliser des lymphocytes B humains par un virus, le virus d'Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose infectieuse, de telle manière qu'on a des lymphocytes B qui, de façon immortelle, produisent un anticorps, les cloner pour avoir des cellules différentes. Le problème, c'est que ces cellules produisent très peu d'anticorps. Donc, en termes industriels, ça n'a aucun intérêt. Et la troisième technique, qui a été la plus productive, même si la première l'a été aussi, je vais vous en dire un mot, et qui est complètement issue de la biologie moléculaire, c'est qu'on fabrique un anticorps humain avec un système que je vais vous expliquer qui s'appelle en anglais le Recombinant Antibody Library et le phage display. Je vous explique ça dans une seconde. C'est peut-être le moment le plus compliqué du cours, je vous préviens à l'avance. C'est de comprendre comment ça marche, mais je prends mes gants. Je vais essayer de vous expliquer ça bien. C'est important puisque cela a permis, pour l'essentiel, depuis quelques années maintenant, de disposer d'anticorps monoclonaux humains, donc plus efficaces et plus sûrs. Évidemment très intéressant en thérapeutique. C'est du grec Venter. Ça, l'anticorps humain, c'est... Solution 3. Il y a participé, je ne suis pas sûr honnêtement qu'il était le seul, notamment le gars qui a écrit cette revue-là, non pardon, c'est avant, Gary Nabel, qui est aussi un des grands hommes de l'immunologie et des développements biotechnologiques en immunologie, il y a participé. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas absolument sûr de moi dans l'attribution précise de cette technique à une personne. Je pense que ça a été une combinaison de personnes. Venter y a joué un rôle, Gary Nabel aussi, et d'autres. Comment on fait ça ? Donc c'est un répertoire synthétique placé dans des virus bactériophages. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire ? On va cloner, c'est toujours la même histoire fondamentalement, des éléments de gènes VH, VK. Donc, vous reconnaissez partie variable d'une chaîne lourde, partie variable d'une chaîne légère kappa, ou VH, V lambda, partie variable d'une chaîne lourde, partie variable d'une chaîne lambda. Donc, issus du génome humain, on peut en avoir en grande quantité, et on va placer ces éléments, fusionnés avec un gène qui code pour une protéine qui a un intérêt sur un autre plan qui s'appelle MCP3. On va placer ça dans des virus bactériophages. Les virus bactériophages sont des virus qui infectent des bactéries, comme leur nom l'indique. Ils tuent les bactéries, donc ils se propagent dans des bactéries en très grande quantité. Donc on peut générer des librairies, comme on dit, de virus qui ont chacun une séquence différente. On peut avoir des librairies de 10 puissance 10, donc 10 milliards de VH de combinaisons chaînes lourdes, chaînes légères humaines différentes. C'est relativement facile à faire. Donc on peut les placer dans ces virus, vous verrez le dessin dans un instant. Dans ces virus, avant d'aller plus loin, juste en termes de terminologie, l'association d'un élément variable lourd à un élément variable léger, on appelle ça un FV, fragment variable, en opposition à FC, fragment constant d'immunoglobulines. C'est la partie variable, vous vous souvenez qu'elle est en haut de la molécule dans mes dessins de tout à l'heure. Donc ces fragments FV, ils vont être exprimés à la surface du virus qui a encapsidé le FV grâce à la liaison avec MCP3, qui est une protéine virale. À la limite, vous pouvez oublier ce détail technique. Donc on infecte des bactéries avec ces virus, donc ils vont produire un très grand nombre de phages, différents les uns des autres, en termes de combinaison, VH kappa, VH V lambda. Et on va passer ces virus sur des colonnes qui contiennent l'antigène que l'on voudrait voir reconnu par l'anticorps. Donc quand il y a une spécificité définie par un FV de reconnaissance de l'antigène, mettons, je ne sais pas moi, ça pourrait être toxine tétanique, pour reprendre un exemple que j'ai dit tout à l'heure, ben, il va s'accrocher et le reste va passer à travers. Et on peut sélectionner donc les séquences génétiques dont sont issues ces protéines et qui sont dans le virus. Et quand on les a, on peut ensuite les modifier par mutagenèse, faire ce que la nature sait faire, pour sélectionner ensuite des séquences qui produisent des protéines avec une meilleure affinité. Et puis on peut faire un truc, c'est séparer la partie FV du MCP3 par un codon stop, ça permet de couper entre les deux, donc d'avoir le produit final. Et ensuite de le recombiner avec le reste des immunoglobulines et on a un anticorps humain. Je le remonte sous forme d'un dessin qui vous aidera à saisir cette affaire. Donc voici des segments humains légers de chaînes lourdes et de chaînes légères. Donc on a une combinatoire de tas d'anticorps différents à partir de librairies de cellules humaines que l'on peut obtenir facilement. Donc on a des gènes synthétiques, des morceaux de gènes qu'on va placer dans les virus et on va affecter les bactéries qui est coli. Donc voici l'image du phage, du bactériophage, qui à sa surface, grâce à la protéine MCP3 qui est en dessous, exprime ici un VH
je sais pas, en noir, mettons que c'est VH, et en blanc, la partie V est légère, V kappa ou V lambda, peu importe. Donc on fait passer ces virus sur une colonne où il y a un antigène, il est schématisé ici. S'il y a une spécificité de reconnaissance, toc, ça s'accroche. Donc on peut sélectionner. On peut cloner, identifier, de savoir exactement quelle est la séquence. Et encore une fois, cette séquence, on peut la muter. Vous avez le petit astérisque ici est censé représenter une mutation pour augmenter l'affinité. Donc ça peut paraître, c'est assez compliqué dans le principe, mais on peut y arriver. Et de cette manière-là, ont été produits des anticorps, donc de façon synthétique, dirigés contre des constituants humains et des anticorps qui sont eux-mêmes complètement génétiquement humains. Donc dans ce cas-là, on arrive à un résultat où des anticorps, lorsqu'ils sont utilisés en thérapeutique, ce qu'on va voir mardi prochain, le taux de neutralisation, c'est seulement 1% des malades. Donc vous voyez qu'on a fait une progression absolument considérable. Ça, anticorps murins, les premières applications thérapeutiques, c'est les années 80. Anticorps humains, premières années applications thérapeutiques, c'est le début des années 2000. Donc en 20 ans, on est passé de ce résultat-là à celui-là. S'il n'y avait pas eu ces progrès, les anticorps monoclonaux n'auraient pas eu les développements thérapeutiques dont je vais vous parler. Donc c'est important de saisir cette évolution technologique qui s'est faite, à vrai dire, assez rapidement. Ça va être pas mal parce qu'on va finir juste avec les éléments généraux et permettant de discuter thérapeutique la prochaine fois. Maintenant, ces anticorps, on peut les produire dans des tas de cellules, puisqu'une fois qu'on a le matériel génétique, on l'introduit où on veut, c'est très facile à faire aujourd'hui. Donc en pratique, on fait produire ces anticorps par des hybridomes, ça revient au schéma classique, des cellules de mammifères, mais on peut les mettre dans des bactéries qui produisent des anticorps, dans des champignons ou même des animaux. Il a été fabriqué par des animaux transgéniques qui produisent des gènes d'anticorps humains qui sont dans le lait. Et on peut extraire ensuite les anticorps du lait. Bon, il faut que ce soit rentable sur le plan financier, etc. Mais il y a quelques modèles d'anticorps qui sont produits de cette manière. Donc il y a toutes sortes de technologies différentes qui aboutissent au même résultat. C'est la production en grande quantité d'anticorps dont on connaît exactement la séquence, toutes les caractéristiques biologiques, et qui sont isolés, donc soit des surnageants des cellules mammifères, bactéries, levures, ou du lait, pourquoi pas. Ça a été fait chez la chèvre et je crois aussi chez la vache. Donc quand on regarde les utilisations thérapeutiques, évidemment, on voit une évolution logique vers les anticorps humains, donc ceux qui sont les plus efficaces et les moins toxiques. Regardez, ça c'est le nombre d'anticorps qui sont en essai thérapeutique, en développement clinique, comme on dit, donc qui sont essayés chez l'homme, quelle que soit la maladie. Dans les années 90-99, sur 37 anticorps, 30 sont d'origine murin. Il n'y en a plus que 7 entre 2000 et 2008. Ça m'étonne qu'il y en ait encore d'ailleurs, mais il y en a quelques-uns. Les anticorps chimériques, donc seulement la partie V est murine, le reste est humain. Vous voyez qu'on en a, je ne sais pas pourquoi c'est 13,5 d'ailleurs. Ça doit être probablement à cheval en termes d'années. 13,5 dans les années 90, 99, 9, 2000, 2008. Humanisé, donc il n'y a que le tout petit partie hypervariable qui provient de la souris, 45, 39. Et pouf, anticorps humains dans les dernières années, qui se développe de façon considérable. Vous voyez l'évolution absolument logique vers ces anticorps. Voilà. Donc je vais terminer avec une diapo, pour essayer de donner l'envie de revenir le mardi prochain, qui va faire la somme des applications thérapeutiques principales qui ont eu lieu au cours des 30 dernières années. Et puis on en verra certaines, évidemment pas toutes, ça serait fastidieux, en détail la semaine prochaine. Donc cette diapo vous dit d'abord qu'il y a aujourd'hui plus de 30 anticorps monoclonaux qui sont utilisés en thérapeutique. Et de quoi il s'agit? Historique. On va faire un petit parcours historique rapide. Premier anticorps, là, les années qui sont marquées là sont les années de mise sur le marché. Donc ce sont des médicaments, ce ne sont plus des produits qui sont l'objet de recherche clinique, de recherche thérapeutique, ce sont des molécules qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché par les instances ad hoc dans les différents pays dans le monde. Premier anticorps qui a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, c'est 1986. C'est un anticorps dirigé contre les lymphocytes T. On connaît une molécule qui s'appelle CD3. Donc le but, c'est d'être immunosuppresseur, de ne plus utiliser les sérums anti-lymphocytaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en tuant des lymphocytes T, de permettre des prises de greffe. Donc c'est typiquement un anticorps qui est utilisé en transplantation d'organes surtout. Mais c'est un anticorps murin. Aujourd'hui, cet anticorps n'est plus utilisé. Il donne toutes sortes d'effets secondaires, mais il était quand même efficace. 1997, il y a un bond, ce n'est pas exhaustif, j'ai mis ce qui me paraissait le plus important. 1997, j'en ai déjà dit, je vous ai montré l'image tout à l'heure,
anticorps dirigés contre le récepteur de l'interleukine 2. À nouveau, c'est un constituant du système immunitaire. Donc on va être immunosuppresseur, utilisation dans le domaine de la transplantation. Ça, c'est un anticorps humanisé, qui est encore utilisé aujourd'hui. 1998, on cible les lymphocytes B, donc ceux qui produisent les immunoglobulines. Une molécule s'appelle CD20. Les premiers produits sont des anticorps chimériques, partie souris variable, partie constante humaine. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces anticorps? On veut tuer des lymphocytes B malins, des cancers des lymphocytes B, des leucémies B, des lymphomes B. Et ça, on en reparlera. C'est un grand succès, un très très grand succès de la médecine. On en reparlera mardi prochain. Encore en 1998, là on entre vraiment dans la période faste des anticorps monoclonaux. Il y a eu une période de doute où l'industrie, à un moment, a failli abandonner. Certains pensaient qu'il n'y avait pas d'avenir pour les anticorps monoclonaux. 1998, c'est production d'anticorps monoclonaux de différents types contre une cytokine qui s'appelle TNF, Tumor Necrotizing Factor, qui est une substance très inflammatoire. Et je vous verrai en détail, parce que c'est un magnifique développement thérapeutique, que de tels anticorps chimériques, par exemple, ont des indications majeures aujourd'hui pour traiter des maladies rhumatismales, spécifiquement la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies. C'est un succès extraordinaire, vous verrez ça mardi prochain. 2000 récepteurs de l'œstrogène qui sont exprimés par certaines cellules cancéreuses pour traiter certains types de cancers du sein. C'est un résultat qui n'est pas négligeable. 2001, une autre cible de lymphocyte T pour le cancer et la transplantation, qui est un anticorps qui est largement utilisé aujourd'hui. Encore en 2001, une autre substance inflammatoire, donc traitement utilisé dans le domaine de la rhumatologie et l'auto-immunité. 2002, anticorps anti-TNF, mais humain, donc plus efficace, plus sûr, plus cher aussi, incidemment, c'est un autre problème. Anticorps anti-IgE, c'est un peu moins intéressant, mais qui peut, dans certaines formes d'asthme sévère, être utilisé. 2005, d'autres molécules ciblant une autre molécule du système immunitaire qui est immunosuppressive permettent des actions en rhumatologie. Encore en rhumatologie, un récepteur d'une substance inflammatoire en 2006. Encore des anticorps anti-lymphocyte B, CD20, mais chimériques de meilleure qualité qu'on utilise en auto-immunité cette fois-ci, et pas uniquement dans le domaine du cancer. 2006, un facteur de croissance qui est utilisé par les cellules cancéreuses pour faire de l'angiogenèse, c'est-à-dire pour des vaisseaux poussent et irriguent les cellules tumorales, donc qui permet de traiter un peu, vous le verrez la prochaine fois, certaines formes de cancer. 2009, une autre substance inflammatoire, l'IL-1, peut être neutralisée, intérêt dans certaines maladies rhumatologiques. Et vous voyez que maintenant, on est dans les anticorps humains. Et 2014, ça c'est la dernière évolution dont je vous parlerai la prochaine fois, c'est des anticorps qui ciblent ces molécules dont les noms vous paraissent barbares, qui sont des molécules en fait, qui régulent le système immunitaire et qui permettent d'augmenter les réponses immunitaires contre le cancer. Vous verrez que c'est un progrès très important de la cancérologie qui a été obtenu depuis 2-3 ans. Donc voilà les principaux développements qui ont eu lieu en 30 ans. Vous voyez que c'est surtout le domaine du cancer, des maladies auto-immunes, rhumatologiques, et un peu la transplantation qui ont bénéficié de l'utilisation de ces thérapeutiques. Voilà ce que ça donne en termes de développement d'études cliniques. Vous voyez que c'est explosif au cours des... Et encore, ici, on s'arrête à 2007. Dans le nombre, c'est les essais cliniques. C'est en amont de la mise sur le marché. Mais vous voyez l'augmentation considérable du nombre d'études, et en particulier d'études dans le domaine du cancer en vert, dans le domaine de l'immunomodulation avec les triangles, dans le domaine anti-infectieux dont je n'ai pas parlé pour l'instant en dessous. Voilà. Et la prochaine fois, on attaquera en détail quelques histoires particulièrement spectaculaires de l'utilisation des anticorps monoclonaux.